Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 21 avril 2025. Ce n'était pas férié pour tout le monde. Nous sommes là, nous avons un beau petit programme ce soir. On va commencer par revenir sur PSG Le Havre, qui était le match de samedi après-midi au Parc des Princes, avec Désiré Doué que je vous ai mis en illustration qui a brillé. Puis la photo est très belle, donc félicitations à Anthony pour la photo. Et ce sera le premier thème du soir. Deuxième thème, parce qu'on n'avait pas eu le temps jeudi dernier, ou ouais c'était jeudi, non mercredi, vu qu'on a fini 1h30 du matin. On va un peu faire le pouls de la demi-finale. On n'a pas encore évoqué PSG Arsenal, donc on va l'évoquer de façon assez globale. On est 4 ce soir, comme souvent. Normalement, Mathieu est là. Je l'ai appelé l'enfant terrible du podcast en avant-podcast. C'est juste l'enfant du podcast, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Bonsoir à toi. On me dit sur live, depuis que j'ai dit que le PSG n'allait pas gagner la Ligue des Champions, je ne dors plus. Bon bah il faut dormir. Hein. Déjà j'ai pas la science infuse et puis en plus que je le dise ou pas, ça change absolument rien à ce qui doit se passer sur le terrain. Donc faut dormir. Hein. Faut pas vous prendre la tête comme ça. Il y a même des entraîneurs qui ont gagné des titres en n'y croyant pas. Donc moi qui suis comme ça à distance, je n'ai aucun impact. Daryl normalement est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, et le dernier, Blaise est là, dernier à être présenté, mais qui était le premier à me dire oui. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà, on nous dit il faut bien manger, bien dormir. Alors il faut bien manger, bien dormir, et bien se faire siffler par son stade en apparaissant sur l'écran. Ça c'est très important, le trio magique. Sur ce, on va attaquer tout de suite. Non, bonsoir le live, effectivement. Bonsoir à tous ceux présents déjà dans le chat. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous avez vu, je suis en pleine forme. Possiblement le fait que certains retournent à l'école demain matin qui m'emplit de joie, mais c'est autre chose. Merci à Dawik97 aussi pour le sub à l'instant. On va attaquer. Non, est-ce qu'on est prêt pour le choc contre le FC Nantes? Alors, à vrai dire, le plus gros choc qui m'inquiétait, c'est Anthony Lopez qui sort de sa surface, mais il est forfait, donc on verra ce que ça va donner. Visiblement, ils vont nous ressortir Alban Lafont du placard pour ce match. On verra. J'avoue qu'on n'a pas du tout prévu de parler de Nantes PSG de demain, et on fera pas de podcast de débrief non plus. Même s'il y avait des fêtes qui anéantiraient l'incroyable série d'invincibilité, parce que c'est pas vraiment un match qui nous emballe. Oui, on joue demain soir 20h45, je crois que c'est DAZN. C'est Nantes PSG, c'est le match en retard qui était entre les deux matchs d'Aston Villa. Mais on va parler des matchs qui ont eu lieu, à savoir celui de ce week-end, PSG Le Havre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG s'est imposé 2-1 avec une équipe très remaniée. Je suis en train de vous charger les minutes des buteurs. Ouverture du score de Désiré Doué, 8ème minute. Passe décisive de Barcola. Alors la Ligue n'a pas publié, enfin en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, il n'avait pas encore publié le classement des passeurs. Je ne sais pas si elle a été accordée à Barcola vu que Désiré Doué dribble ensuite dans la surface. En théorie, elle va l'être, mais faut voir. Et si Barcola elle est validée, normalement, il prend seul la tête du classement des passeurs. Donc, à vérifier. Deuxième but, Gonzalo Ramos, 50e minute, passe décisive de Seny Mayulu, qui a fait quand même beaucoup sur l'action. Et enfin, réduction du score du Havre de Soumaré à la 60e, réduction de l'écart, pardon, on m'a déjà fait la remarque, de Soumaré sur une passe décisive de Hassan, le très très mauvais avançant du Havre, qui a quand même réussi ça lors de cette rencontre. Ce seront les 3 seuls buts de la partie. Mais ça s'est fini de façon un peu douce. On me dit que j'en ai rien à cirer de l'invincibilité. Non, au contraire, c'est probablement un des trucs qui me motive le plus en cette fin de saison. Mais bon, j'avoue que le match à Nantes, c'est pas pour autant qu'on va en faire un podcast. On sait à peu près ce qui va se passer. Nantes va nous sortir un 5-4-1 pénible au possible. Donc, je vous laisse gentiment débriefer ça chez vous. Je vous ferai tous les articles sur le site, c'est déjà pas mal. Et j'espère que l'invincibilité va tenir. C'est vraiment un truc auquel je tiens, mais bon, c'est pas forcément le match à Nantes qui m'inquiète le plus. On va revenir sur le PSG Le Havre, pardon. Bah écoutez, équipe très remaniée, ça a été bien pendant 45-50 minutes, je dirais, voire 45, même allez, 57 minutes. Je crois que le but de Mayulu, de Ramos, c'est 50e, ça se délite un peu. Mais alors après, la dernière demi-heure, ça a été vraiment du n'importe quoi entre les doublures qui avaient logiquement plus grand chose dans les jambes parce qu'ils jouent jamais. Les titulaires qui n'ont pas vraiment réussi à remettre l'équipe d'aplomb, le Havre qui y croit sans trop y croire. Vraiment, la fin de match, c'était n'importe quoi. Le PSG a su garder l'avantage acquis, mais globalement, j'ai plus envie de retenir les 55 bonnes minutes initiales, où on a su mettre du rythme, on a su créer des occasions, on a su même créer beaucoup d'occasions. Alors on n'a pas su beaucoup marquer,
le Gorgelin dans les buts du Havre a fait un très gros match, mais c'était bien. J'ai largement préféré ce match, par exemple, à celui contre Angers 2 semaines plus tôt à la même heure qui validait le titre. Donc, franchement, pour un samedi, voilà, comme on me dit, je pensais voir la bouillie de football avec la compo de départ, mais c'était bien. Je trouve que le Havre a défendu évidemment, mais moins que Angers par exemple, et ça a permis de voir un match de championnat contre une équipe certes pas très bonne, mais plutôt agréable. Voilà. Donc c'était pas trop mal. On dit Dikangui va, va finir défenseur central à force de changer de poste. Déjà qu'il joue, ça sera pas mal. Puis s'il joue bien comme ce samedi, ça sera encore mieux. Voilà mon pouls du match, très positif. Enfin pas très positif, mais plutôt positif. Je sais pas Daryl, Mathieu ou Blaise ce que vous en avez pensé. La Didier Digard touch a été globalement agréable. Oui Daz, vas-y Daryl. Ouais, bah c'était un match effectivement plutôt positif, hein. C'était la première sortie du PSG depuis qu'on est champion de France en Ligue 1. Donc Luis Enrique avait mis l'accent sur la difficulté de se motiver pour une rencontre pareille face à un adversaire qui en plus lui a des enjeux qui sont autrement plus importants. Parce que nous, on vient juste maintenant compléter les quêtes secondaires. Donc ouais, on pouvait s'attendre à une rencontre prise pas forcément par le bon bout, mais dès le début de la rencontre, en fait, j'ai trouvé l'équipe très sérieuse, les joueurs impliqués, malgré le turnover et l'absence de motivation, on a vraiment très bien commencé. On prend l'avantage très tôt, à la 7e minute, je crois. 8ème. Et puis, ouais, voilà, donc vraiment très tôt. Et de là, on maîtrise vraiment complètement la partie. Au bout de 20 minutes, il y a même des stats un peu honteuses qui commencent à s'afficher avec, par exemple, Lee Kangin qui a fait plus de passes que l'équipe du Havre entière, etc. Donc, on était vraiment en maîtrise et en contrôle total, avec pas mal d'occasions. Bon, il y a quand même une période là au cœur de la première mi-temps où vraiment on se contente de faire tourner le ballon sans vraiment trop chercher à pousser. Mais vers la fin, on se procure un peu plus d'occasions, sans parvenir malgré tout à marquer. Mais le deuxième but, qui devait arriver quand même depuis un moment, arrive finalement au début de la deuxième mi-temps. Donc là, l'affaire étant pliée et puis le match étant vraiment sans grande difficulté et sans grande importance, bon l'équipe commence un peu à lâcher. On cède sur coup de pied arrêté, ce qui est le seul tir cadré du Havre au final dans cette partie. Puis comme tu l'as dit, il y a eu tous les changements qui en plus entraîné des repositionnements à n'en plus finir avec certains joueurs qui ont évolué à 3 postes au cours de la partie. Bref, donc vraiment, c'était un peu un petit peu une bouillie à la fin, mais sans non plus sombrer, quoi. Et au final, ça donne une nouvelle victoire, la série d'invincibilité qui continue. Là, je crois que c'est la 10e victoire consécutive en Ligue 1 quand même, ce qui est une série C'est possible. qu'on n'avait pas faite depuis Tourelle. Ouais. Non, mais attends, je suis en train de vérifier. Effectivement, le dernier match nul, c'est pas compliqué, c'est Reims, c'est début janvier. Depuis, on a tout gagné. C'était la 30e journée, mais on n'a pas joué la 29e. Et PSG Reims en janvier, c'était la 19e. Donc, effectivement, ça doit faire 10 victoires consécutives en Ligue 1. Bien vu. Ouais, voilà. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même très notable. Et donc, a priori, il n'y a pas de blessés. Alors, il y a eu Doué qui est sorti avec un petit peu de douleur, mais on n'a pas eu de nouvelles Y a indiquant. pas de point médical Oui, aujourd'hui, égale pas de blessés. voilà, parfait, exactement. Donc, tous les objectifs sont remplis, hein. En plus, on a pu reposer des joueurs, laisser Ousmane à la maison. Euh, Là, maintenant, il reste 2 matchs de Ligue 1 à très bien gérer de manière similaire pour poursuivre évidemment cette quête d'invincibilité qui me tient aussi beaucoup à cœur, hein. Ça permettrait vraiment de faire rentrer cette équipe dans la légende, hein, clairement. Donc, voilà, faut continuer comme ça. Et puis, c'est aussi le meilleur moyen de préparer cette rencontre capitale qui nous attend face à Arsenal la semaine prochaine. Eh bien, écoute, merci Daryl pour ce
complément du pouls. Je sais pas si Mathieu ou Blaise veulent ajouter quelque chose. Attends, il y a une question sur live pendant que Mathieu se prépare. On nous dit, vous pensez pas que pour la plupart des remplaçants, il y avait un truc plus fort à montrer pour espérer gratter plus de temps de jeu dans les matchs importants? Au début, j'ai pas compris la question. En fait, j'imagine que la personne veut dire que les remplaçants doivent faire plus dans ce genre de rencontre. Bah tiens, Mathieu, pour rebondir un peu sur ce bout du match, tu trouves que les remplaçants ne font pas assez sur ce genre de match ou ils peuvent pas faire plus peut-être? Déjà, c'est bien pour eux de retrouver du temps de jeu, puisqu'il y avait seulement deux joueurs impliqués à Villa Park. Et là, il y en a eu 9 de plus qui ont eu du temps de jeu ce week-end. Donc pour beaucoup, c'était leur premier match depuis le match face à Angers, par exemple. Et peut-être même avant la trêve, ou enfin ce genre de choses. Donc c'était important pour tous ces joueurs de retrouver du rythme, de retrouver des sensations sur la pelouse. Je pense à Lee Kangin notamment, qui a été arrêté pendant un certain temps. D'autres qui n'ont pas été titulaires aussi pendant un petit moment. Donc pour tous ces joueurs, c'était intéressant de reprendre du temps de jeu. Et c'est vrai que ce match, c'est à lire dans la série de 3 rencontres qui va nous porter jusqu'à Arsenal. Maintenant, pour Luis Enrique, l'idée, c'est vraiment de gérer les temps de jeu, de prendre le moins de risques possible quand il y a des joueurs qui ont des surcharges au niveau des minutes ou des entraînements et d'élargir au maximum la liste des joueurs qui peuvent être compétitifs et qui peuvent être amenés à aider le groupe face à Arsenal. Que tu auras besoin quand même de faire 180 minutes à haut niveau et si tu peux impliquer plus que 12 joueurs, ça sera déjà ça de prix. Donc, en ça, le match a rempli les objectifs. Après, sur les prestations des remplaçants, d'un point de vue général, bon, c'est sûr qu'une équipe type s'est dégagée. Une équipe type à Barcola, Doué-Pré, on va dire le 12e. Et au milieu, entre le milieu et l'attaque, tu peines un peu à trouver des joueurs qui peuvent vraiment seconder efficacement les titulaires. Mais en même temps, les titulaires du milieu et de l'attaque ont fait de telles prestations que c'est difficile de les remplacer comme ça au pied levé. En plus, avec des profils qui sont assez différents. Je pense à Ramos, par exemple. Pas du tout la même dynamique dans l'équipe quand tu joues avec lui en pointe que Dembélé ou même Kvara quand il a joué faux neuf ou Doué, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément évident pour eux. Après, c'est le genre de match face à une opposition très faible qui malgré tout permet de remobiliser, de mettre un peu tout le monde dans la dynamique et ça c'est toujours positif. Après, je pense pas qu'il faille en tirer d'énormes conclusions, même sur les prestations individuelles plus positives des remplaçants sur le match de samedi. J'ai trouvé le Havre vraiment très mauvais, honnêtement, euh, qui t'a offert un certain nombre de cadeaux en plus à la relance qu'on n'a pas su vraiment transformer, mais ouais, il dépasse directement dans les pieds des attaquants parisiens en pleine surface ou à l'entrée de la surface, enfin, ce genre de choses qui montrait une équipe vraiment peu compétitive et absolument pas au même niveau que Angers, par exemple, il y a 2 semaines, qui était très défensive, mais qui au moins faisait son travail plutôt bien. Là, le Havre m'a semblé droit vers la Ligue 2, quoi. Mais après, en dehors de ça, bah, Et pourtant, ils sont au même premier, niveau. Hein. Au classement, je crois qu'il y a 3 points d'écart entre les deux. Et il me semble que sur les bah, 10, Saint-Etienne nous avait fait un peu le même match. Enfin, à c'est la vrai. sauce, je dis pas qu'ils avaient fait très bien, ils avaient fait une très bonne entrée chez eux il y a quelques semaines. Mais sur l'ensemble, enfin, sur la deuxième période, eux aussi, ils avaient beaucoup donné de situations à Paris sur des relances, sur des passes comme ça depuis le gardien, depuis les défenseurs. Enfin bon, peu importe, l'enjeu est pas trop de se concentrer sur l'adversaire. Pour nous, c'est vraiment d'impliquer l'effectif au maximum, d'engranger de la confiance quand c'est possible et de gérer les temps de jeu au mieux avant Arsenal. En salle, les objectifs ont été remplis. Effectivement, ça a été rempli. Est-ce que Blaise, tu veux rajouter quelque chose sur le match en général, comme ça, par rapport à ce que disait Daryl ou Mathieu, ou pas, ou on passe un peu plus à ce comment le PSG a joué, comment les choix de Luis Enrique et tout ça? Oui, on peut avancer, j'ai pas Avançons, grand-chose à dire. avançons. Très bien. Alors, est-ce que tu avais la compo, Blaise? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, là, c'était d'habitude, effectivement, en tout cas sur les matchs où il y a peut-être un peu moins de choix à faire, où c'est un peu plus facile de deviner. On arrive généralement maintenant à comprendre un peu plus Luis Enrique. Mais sur le match de samedi, bien évidemment que non, et notamment avec certains choix qui ont. Et un surtout qui a été sur ce positionnement. On s'attendait, parce qu'on l'avait
on l'avait un petit peu revu et on sait que quand il est apte, généralement, il participe au match. On entendait aussi et on voyait qu'il s'échauffait à chaque fois, même sans entrer en jeu. Donc, on pouvait s'attendre à une titularisation, mais pas à ce poste-là, en tous les cas pour ma part. Ouais, j'avoue que quand la feuille de match est tombée, je vois le truc, mais il manque un mec. Qui joue à gauche en fait? Puis je relis et pour vous dire, en fait j'ai même la feuille de match, donc il y avait deux équipes l'une à côté de l'autre et je vois là, je suis mais non mais on est 11 des deux côtés, mais c'est qui joue à gauche en fait alors? Et je relis, je fais mais il va quand même pas mettre Hakimi à gauche pour mettre Warren à droite. Puis je fais ah bah non, il a peut-être mis Lee à gauche en fait. Je fais mais non, Lee il défend pas bien, il peut pas le mettre arrière latéral. Je fais bah non mais il va mettre Warren alors. Et je fais mais attendez, alors le milieu c'est Lee, Mayulu et Doué. Ah bah ouais c'est ça. Ouais. T'avais la compo. Si vous regardez bien, on joue avec deux gauchers en défense centrale, donc Hakimi à droite mais c'est pas vraiment à latéral. Warren Zaïre-Emery, milieu relayeur droit qui joue arrière gauche. Lee Kang-in qui arrivait, qui était milieu offensif, maintenant il joue 6. Doué qui est pas encore totalement à 8. Seny Mayulu qui jouait ailier il y a encore 1 an et demi. Et devant, devant il joue à peu près les 3 à leur poste en revanche. Mais alors le reste de la compo, elle est absolument introuvable. Il a mijoté ça en buvant son cappuccino du matin, j'imagine. Non, vraiment improbable. On me demande, est-ce que Lucho teste ses innovations à l'entraînement? Je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de les tester en fait. Ils font pas beau. Je pense qu'ils font pas énormément d'opposition, mais ils sont. Le groupe, ça fait 1 an et demi, même plus pratiquement 20-22 mois qu'il l'a sous ses ordres, pardon. Ils sont habitués à s'interchanger des positions. C'est tout un état d'esprit en fait. Et je pense que c'est pour ce PSG-là, pour ces joueurs-là, pour cette équipe aussi collective, c'est pas forcément si compliqué que ça de changer de poste, en fait. C'est pas si compliqué parce que en face t'as le Havre et c'est aussi oui, pour ça oui, évidemment. Ça, tu sais qu'ils vont pas être beaucoup de pressés, donc Lee Kang-in sera un peu dans un fauteuil dans la position numéro 6. Ils ont pas d'énormes armes en contre-attaque, donc ton milieu, si tu gardes, si t'es à peu près propre techniquement, tu vas pas trop souffrir en transition. Et tu peux imaginer que Zaïre Emery saura contenir les 2-3 comptes par mi-temps qu'il aura à gérer. Et voilà, c'est aussi pour ça. C'était une composition évidemment qui est forcée si tu veux gérer les temps de jeu, si tu veux donner du de repos à ceux qui ont joué à Villa Park et qui ont laissé beaucoup d'énergie sur le terrain. Mais donc forcément, comme t'as pas des positions qui sont entièrement doublées dans ton effectif, t'es obligé de trouver des trucs, ouais, de mettre des joueurs à certaines positions, de prendre certains risques. Et tu peux te le permettre vu la marge que t'as face à ce type d'équipe. Et tu le vois aussi dans les changements après, puisque Hakimi, ça paraissait clair que vu que c'était l'un des seuls titulaires avec qui tu prenais un risque, voilà, il n'allait pas faire plus de 60 minutes. Et derrière, on a encore plus de bricolé, puisqu'on finit avec Mayolo arrière droit. Là, qui pour le coup, je pense, était une vraie surprise, puisque ça correspond même pas forcément à ses qualités de base. C'est vraiment juste pour le plaisir de tenter quelque chose ou de le mettre un peu dans une zone d'inconfort et de voir comment il peut s'en sortir. Mais voilà, je pense que ça tombait très bien de jouer le Havre en fait après un match de Ligue des Champions où tu avais besoin de faire tourner et avant une série qui va t'amener jusqu'à Arsenal. Oui, et puis attends, enfin, comme l'a dit une personne, il y a quand même 9 internationaux A au coup d'envoi. Hein. Faut quand même se rendre compte que Zaïre Emery, donc international A, Beraldo il était avec le Brésil, Hakimi c'est pas loin d'un des 3 meilleurs joueurs africains, Safonov s'il avait pas ses problèmes de pension il serait international A et titulaire. Lille est titulaire avec la Corée, Doué il rentre en équipe de France, Mba est titulaire avec l'équipe de France de son âge, bon je considère pas que c'est un international, mais Barcola et Ramos pareil c'est des joueurs qui jouent régulièrement avec leur équipe nationale, attendez, je suis d'accord qu'il a fait un peu mémuse dans les positionnements, mais globalement c'est des joueurs de haut niveau tous, hein, de très très haut niveau même pour la plupart, donc le Havre, je suis pas sûr qu'il y ait plus de 3 internationaux ou 2 au coup d'envoi quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est bien ça. Puis ça leur permet de voir autre chose. Après, j'avoue que Mayulu arrière droit, limite je l'aurais plus attendu peut-être au coup d'envoi que Warren Zaïre arrière gauche. Mais bon, c'est autre chose. D'ailleurs, je trouve qu'il s'en est bien sorti, mais on va y revenir après. Blaise Daryl, Mathieu, le choix le plus frappant, c'est quand même celui de mettre Lee en numéro 6, non? Ou c'est Warren arrière gauche? Non, c'est Lee numéro 6 pour moi. Warren arrière-gauche, compte tenu du rôle un peu particulier de l'arrière-gauche dans notre équipe, et même, enfin, même de l'arrière-droit d'ailleurs, c'était pas forcément choquant. Et d'ailleurs, Il a déjà fait Warren, je la pense. compo est tombée. Pardon?
Il n'avait pas déjà fait Warren sur un match, Ah, Monaco? Oui, c'est ça, je pense, Ouais, à je Monaco, pense, ouais. oui, je pense qu'il avait déjà fait, exactement. à Voilà, on l'a déjà Monaco vu. et à Marseille, quand on avait joué l'an dernier à 10 contre 11 après l'expulsion de Beraldo, il fait toute la deuxième mi-temps arrière gauche à Marseille aussi. Ouais, Donc voilà, voilà. voilà. Mais Puis c'était on des sait que rôles c'est très le joueur, défensifs, quoi. ouais. Mais bon, c'est un peu le joueur vraiment très couteau suisse de cet effectif et dont bah, une des qualités principales est la compréhension de ce que requiert vraiment chaque poste et la compréhension des déplacements de ses adversaires et de quelle zone doit être occupée en fonction de où sont ses partenaires. Donc pour moi, c'était plutôt attendu, on va dire, quand la compo est tombée, quand on a vu les 11 joueurs. Mais par contre, voilà, ligne numéro 6, ça, oui, c'est quelque chose d'inédit et de peu envisageable. Après, bon, bah, quand on connaît un peu les qualités du joueur, c'est-à-dire sa capacité quand même, enfin sa sûreté technique, sa capacité à pas perdre le ballon et puis en plus bon, c'est pas forcément le joueur qui est le plus à même de faire des différences sur le terrain. Bon bah ce positionnement avec où il est tout le temps face au jeu et en plus dans un fauteuil avec cette équipe du Havre qui pressait très peu, bah, c'était pas forcément déconnant, même si ça me semblait un peu bizarre bah, sur le coup. Mais maintenant, je pense qu'on a tous l'habitude en fait de voir Luis Enrique tenter des choses un peu particulières et parfois, même souvent, avec succès. Oui, oui, non, mais c'est sûr que quand tu regardes à froid, en fait, tu te dis, bah non, c'est assez logique. Mais c'est vrai que au coup d'envoi, C'est défensivement quoi, que ça pose question. ouais, moi Mais avec le ballon, ouais, je m'attendais plus à voir Mayulu. Enfin, à partir du moment où Warren était arrière gauche, je me demandais qui de Mayulu et de Lee allait être la sentinelle en fait. Donc j'étais à moitié surpris, mais je me suis dit ouais, non, finalement, une fois que le match est lancé, Lee trouve sa place et effectivement, et ce joueur peut-être le plus naturel des trois. Bon, tout il pourrait le faire, il sait tout faire. Mais des trois, c'était peut-être finalement le plus naturel à ce poste-là. Oui, Daryl, Blaise, pardon. Ouais, non, c'était moi aussi, hein, je voulais dire ce que tu as pu dire sur une fois que les 11 sont posés, je pense que c'était le plus naturel. Et c'est vrai que dans la configuration de match où Le Havre n'avait pas les capacités et de presser et de vraiment faire reculer l'équipe, notamment dans la partie axiale. Lui, avec le jeu face à lui, on se rappelle notamment qu'en début de saison, on a pu penser qu'il occuperait un rôle plus haut, qu'il avait totalement cette tendance à jouer dans la zone qu'il a pu occuper samedi. Et donc, je pense que le choix s'est imposé. Après, bien évidemment, et on le dira, je pense, pour beaucoup de choses pourra dire aujourd'hui, il n'y aura pas forcément d'enseignement à tirer ou à chercher des positionnements des joueurs, excepté peut-être effectivement Warren qui a déjà occupé un poste plus reculé dans l'équipe. Ouais, ouais, non, mais par exemple, je suis d'accord que sur les enseignements collectifs, tu peux rien en tirer. Une personne sur live me dit pourquoi on joue moins bien en ce moment. Bah, honnêtement, le dernier match d'importance, les derniers matchs d'importance qui ont été joués, ça a été les deux contre Aston Villa. Le match aller, le PSG est excellent. Le retour, on fait 30 très bonnes minutes. Alors après, c'est vrai qu'on décroche complètement dans la tête et les 60 dernières sont pas terribles, même sont pas bonnes. Mais globalement, en championnat, ça fait un moment que le PSG est champion et que c'est vrai que c'est dur pour eux de se motiver. Luis Enrique le dit à chaque conférence de presse. C'est compliqué, vous savez, de demander à des joueurs de jouer comme ça à fond alors que bah ils savent que ils sont déjà champions, que si, que ça quoi. C'est pas Et facile. Ouais, même Daryl. si c'était pas le cas, c'est quand même très compliqué d'évoluer au niveau auquel on a évolué en janvier-février sur 4 mois, sur 4-5 mois. C'est quand même, c'est vraiment très compliqué. Les joueurs sont pas des machines. Là, on a atteint des sphères quand même rarement atteintes dans l'histoire du club, hein, voire même jamais en termes de niveau de jeu. Donc exiger ou attendre que l'équipe soit en mesure de performer à ce niveau-là fin avril avec pas mal de matchs dans les jambes désormais. Bon, c'est quand même un peu ambitieux. Et puis c'est plus l'essentiel. Maintenant, ce qui compte, c'est d'arriver au bout dans les trois compétitions. Il reste littéralement 8 matchs avant la fin de saison. 9 si tu vas en finale de la Ligue des Champions. Donc là, tu n'es plus à faire des projections sur comment tu vas t'améliorer, comment l'équipe va se développer, etc. Là, c'est comment arriver dans les conditions optimales pour faire deux très bons matchs face à Arsenal, passer en finale et la gagner si on y va.
battre Reims en finale de Coupe de France. C'est la seule chose qui compte et tout le reste maintenant, c'est lié à cet objectif-là. Tu n'es plus en train de savoir comment tu vas développer l'effectif ou l'équipe, quels axes de progression, etc. Là, c'est les choix, les options, elles ont été prises. Et maintenant, tu essayes d'arriver dans les meilleures conditions, les meilleures dispositions pour les matchs qui comptent. Les marges de progression, ce que tu veux développer encore, ça sera pour l'année prochaine et après le mercato. Ouais, non, c'est ça. Et puis, pendant qu'on parlait du niveau un peu moyen, je suis allé voir, le PSG a quand même 3,19 expected goals ce samedi encore, quoi. Enfin, c'est beaucoup 3,19 d'expected goal, hein. Faut quand même se rendre compte, hein. Là, je regarde au passage, Marseille qui joue contre Montpellier est à 3,82 et sinon il n'y a pas une seule équipe de Ligue 1 qui a créé autant ce week-end. Pour vous donner voilà. Lille contre Auxerre, ils sont à 2,97 mais il y a un péno dans le tas de mémoire. Et Nice contre Angers est à 2,73. Voilà. Donc c'est beaucoup, hein, 3,19 d'expected goal créés, surtout avec une équipe bis quand même. Faut quand même se rendre compte, hein. Donc juste dommage. Vas-y Mathieu, puis après juste en une phrase, ce qui est juste dommage, c'est d'encaisser encore. Oui. C'est une équipe vraiment inoffensive. Pour 2025 en Ligue 1, il y a seulement 2 matchs où tu n'as pas pris de but. À Toulouse. C'est Toulouse, ouais, exact. Et donc face à Angers, il y a 2 semaines. Et tout le reste, tu as encaissé au moins un but. Après, la marge est telle offensivement que ça suffit pour gagner tous les matchs, quasiment, hormis celui face à Reims. Mais ouais, c'est un peu dommage d'encaisser à ce niveau-là. C'est sans doute, ça fait partie des axes, hein, aussi pour l'année prochaine. Savoir comment tu maintiens la concentration sur les 90 minutes et comment tu arrives à gérer notamment ces actions sur coup de pied arrêté qui sont quand même sanctionnés assez durement, régulièrement. Ouais. Vas-y, Blaise. Ouais, non, je voulais dire d'abord, dans un premier temps, c'est notamment la partie sur les expected goals et aussi sur le match qui a été créé par l'équipe. C'est que c'est beaucoup en moins d'une heure, on va dire, sur 1 heure de jeu, où là, pour le coup, même si Le Havre je crois, était déjà revenu à 2-1, il y avait quand même un vrai sérieux dans le match. Donc, la partie offensive et ce que Mathieu a pu dire en complément avec la partie défensive, c'est 2 choses à décorréler dans le sens où, défensivement, on a gardé vraiment toute la saison et là avec un petit peu moins d'impact, un petit peu moins d'envie au moment d'aborder certains duels parce que la fin de saison approche et que les objectifs sont très ciblés. Il y a encore une fois, des buts qui sont encaissés assez bêtement, mais offensivement, malgré le turnover, malgré une qualité peut-être un peu moindre dans les productions, il y a quand même bien souvent aussi toujours un certain nombre d'occasions générées et vraiment, c'est aussi à noter dans cette phase où les matchs sont, il est vrai, un peu moins emballants que dans les 2 mois, 2 mois et demi de grande production avant la trêve internationale. Ouais, mais bon, une équipe, comme on dit sur live tout à l'heure, tu peux pas attendre que cette équipe, elle te donne autant toute l'année, parce que enfin, le niveau atteint en janvier-février, il y a eu des matchs vraiment stratosphériques, quoi. Là, je regarde le calendrier pendant qu'on en parle. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'enchaînement, attendez, est-ce que c'est en février de mémoire? On va gagner 5-2 à Brest. Bon, celui-là, on est un peu secoué. Après, on met 4-1 à Monaco, on les déboîte. On va gagner 3-0 à l'aller à Brest, pareil. Toulouse, bon, on se repose un peu, on gagne 1-0. On met 7-0 à Brest, on va gagner 3-2 à Lyon. Ensuite, bon, il y a un petit match de Coupe de France où on se balade. Et on joue vraiment tous les 3 jours. Et surtout, l'enchaînement 4-1 contre Lille, où on fait une mi-temps, mais extraordinaire. Et après, on joue Liverpool, où ils gagnent 1-0. Et eux-mêmes te disent, non mais c'était un vol, hein. Honnêtement, c'était pas loin d'être le braquage de l'année. Donc, on est compte là pendant 3, 4, 5 semaines d'affilée en jouant tous les 3 jours, parce que c'est vraiment tous les 3-4 jours, hein. On a enchaîné des matchs d'un niveau vraiment rare. À 3 buts par match. Mais pendant une quinzaine de matchs, en 20, on a tourné à 3 buts par match, des dominations totales. C'est impossible d'attendre ça sur toute une saison. Ouais, bah, là par exemple, on a joué 29 matchs de Ligue 1, on a marqué 82 buts, hein, quand même. Donc 82 divisé par 29, ça fait 2,8 buts par match. Ça va. C'est colossal. C'est Oui, beaucoup, c'est ouais. beaucoup. Pour vous donner une idée, la deuxième équipe qui marque le plus de buts, c'est l'OM, qui est une équipe qui est quand même très déséquilibrée vers l'avant. Ils en ont marqué 62 et ils ont joué un match de plus. Voilà. Donc ça vous donne une idée de
tout ce que le PSG a pu attaquer et marquer cette saison, tout en étant en négatif sur les expected goals, parce que normalement on aurait dû marquer plus que ça. Bon, voilà. Sur le match en général, est-ce qu'il y a un truc sur lequel vous voulez revenir? Parce que je sais pas trop s'il y a un point en particulier. Moi, il y a, pour prendre la parole, j'avoue que le positionnement de Désiré Doué, pas forcément que son match, hein, mais le positionnement de Désiré Doué était franchement dur à lire et dur à comprendre pour les Rennais, n'importe quoi, pour les Havrais, pardon. C'est-à-dire que j'avoue que on regarde la hitmap de Désiré Doué, c'est pas compliqué, il est partout. Mais franchement, il est partout, le type. Mais même sur le terrain, en fait, je sais toujours pas. Enfin, pour vous, il a joué où? Parce que moi, je le mets vaguement relayeur droit. Oui, sur le papier, c'était ça. Mais vraiment Après... que sur le papier. Hein. Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'était réellement un vrai meneur de jeu. Hein. Il Bah y a vraiment des moments du match où il est axial, même si son jeu l'incite un petit peu à s'orienter sur le côté gauche. Mais moi, j'ai vraiment vu un meneur de jeu capable d'aller aider à droite à gauche, mais vraiment d'être au cœur des actions, vraiment. Donc, le meneur de jeu au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il Mais il était participait. même, excuse-moi, ouais, il était même Ouais, présent à la vas-y. relance aussi, des fois. Bah, sur le terrain, donc c'était. Son but, son but, Oui, c'est un peu voilà. ça. C'est Hein. ça. Non mais le but, il part de sa moitié de terrain quand même. Et pas. Ouais, il était box to box, mais il était vraiment partout. Moi, j'ai rarement vu un joueur avec une. Dans ce PSG, quand même. On inverse les positions sur le terrain entre les relayeurs, les ailiers et tout ça. Mais c'est rare qu'il y ait un joueur comme ça qui soit autant à gauche, à droite, au milieu. Le joueur le plus libre sur le terrain, c'est souvent Vitinha, Ruiz, Il Neves. était même, Voilà. était même gentil dans le sens où moi, le plus libre jusqu'à présent, c'était un joueur défensif, c'était Hakimi. Oui, voilà. Hakimi. Mais Oui. non, t'as raison. Mais Hakimi, c'est un peu un cas particulier dans le sens où on lui demande ça. Mais les milieux de terrain, ils sont censés être un peu plus positionnels, un peu plus fixes, au moins au début des actions. Mais il y a d'une action à l'autre, Doué, donc tu finis l'action et il est en 6. Enfin, il commence l'action, il est en 6. Puis, bon, il se passe 2-3 trucs. Et l'action d'après, il commence, il est lié gauche. T'es là, genre, mais attends, mais c'est quoi ce bordel, quoi? D'habitude, il y a un peu une vague répartition défense, milieu, attaque, quoi. Là, même pas, quoi. Enfin, vraiment, une liberté ouais, totale, quoi. J'avoue que j'ai pas le souvenir d'un milieu aussi libre cette saison avec Luis Enrique. Après, on me dit Luis Enrique a tellement encensé. Ça fait des mois qu'on vous dit que quand Luis Enrique parle de Désiré Doué, on sent que c'est un peu son petit chouchou quand même. Mais bon, oui Mathieu, excuse-moi. Non, mais après, c'est ces qualités qui font que. Il n'y a pas de joueur dans l'effectif qui est comparable à Désiré Doué dans la capacité qu'il a, par son volume de jeu et par ses qualités techniques, d'occuper cette zone d'action. Tu peux retrouver sporadiquement d'autres joueurs. J'ai en tête sur une action Guevara face à Arsenal qui commence en une position à la Hakimi et ensuite avant de délivrer un centre du gauche un peu plus tard, quelques secondes plus tard dans la même action. Mais globalement, Doué le fait à un niveau encore plus important par son volume de jeu parce qu'il a une caisse physique qui lui permet d'être à la conception puis ensuite à la finalisation de la même action en fait. Et c'est ça qui est Attends, assez dingue. attends, je me permets de te couper. Est-ce que vous avez noté il est sorti à la 80e. À la 90e ou 11e, il y a Beansport qui met les kilomètres. Et Doué était toujours dans le top 3 en fait. Ça fait 10 Il était minutes. premier. Il était premier, voilà. Il était à 12,5. C'est-à-dire que le mec, ça fait un quart d'heure qu'il se repose. Et il est toujours le type qui a couru le plus sur le terrain. T'es là, genre, attendez, c'est pas normal ça. Normalement, le type qui sort avant la fin, il redescend dans les classements. Non, non, pas lui. Vas-y, Mathieu, je t'en prie. Mais sur le coup, je vais mettre. Ils sont plantés. Ah bah non, c'est Désiré, faut pas chercher. Quoi. Vas-y. Après, dans l'idée, je pense que tout le monde a un peu cette liberté du moment que chaque position est correctement occupée, donc il y a qu'il y ait des compensations de la part des partenaires. Mais c'est vrai que lui le porte à un niveau encore plus important. Et si on parlait des matchs sur lesquels on a joué au plus haut niveau, c'est vrai qu'il y a quand même un dénominateur commun. Doué était souvent là. Hein. Alors pas face à Arsenal, pas face à Liverpool, pardon, le match aller. Mais si tu prends les très bons matchs au niveau fluidité positionnelle face à Lille ou face à Monaco, par exemple, il était dans la discussion et il permettait aussi
de réaliser ce type de performance dès la première mi-temps. Donc, c'est pas forcément un hasard. Il incarne bien je pense ce que veut Luis Enrique sur le terrain et le porte encore à un niveau euh, plus haut que ses partenaires. Parce que lui peut vraiment occuper n'importe quelle zone. Et ensuite, bah, à partir de là, les affinités se mettent en place, notamment côté gauche avec Barcola, avec Mayoulou. Ça s'est bien passé entre ces joueurs-là. Comme ça se passe en général assez bien, puisque c'est des joueurs qui ont bien fonctionné ensemble aussi en coupe notamment. Donc ouais, Doué, il incarne assez bien la liberté que laisse Luis Enrique à ses joueurs du moment que toutes les positions sont occupées et donc que les compensations se font. Ouais. Non mais j'ai envie de te dire, Doué c'est la liberté quoi, de créer, de passer, de dribbler, de tout ça. C'est le joueur libre du PSG avec Hakimi, que les deux en profitent parce que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui leur offriraient ça. Bah justement, après, c'est une discussion qui déborde un petit peu, mais si tu es un entraîneur et tu un joueur qui est capable de faire ça, est-ce que tu es vraiment un bon entraîneur si tu le restreins, si tu le corsètes et si tu le limites à un poste en particulier? Bah, ouais, peut-être que collectivement, ça aurait du sens, mais tu limiterais beaucoup l'expression du joueur. Là, ça te permet de voir quand même beaucoup de ce que le joueur est capable de faire à l'instant T. Ouais, non, c'est sûr. Mais j'avoue que la liberté comme ça, enfin, je me mets à la place de l'équipe adverse, donc l'entraîneur te fait ton petit scouting report, tout ça, de comment ça va se passer, et tu vois cet ovni, tu fais, mais attends, mais il joue où le type, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et ça doit vraiment pas être simple sur le terrain. Alors déjà, balle au pied, il est très très fort, mais en termes de répartition des zones, des joueurs, tout ça, c'est un enfer en fait. Tu sais jamais où il va être, il court plus que toi en plus. Non, vraiment, moi ça m'a pas mal surpris. Sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on fait. Bon, on a commencé à parler de Doué, je pense qu'on va en reparler après parce que c'est l'homme du match de façon assez claire, hein, il y a quand même pas eu trop photo. Il y a un autre truc d'un point de vue collectif sur lequel vous voulez rebondir, que vous voulez rajouter, parce qu'on n'a pas grand chose à. C'est- Oui, vas-y Blaise, je t'attendais, en ouais, général c'est toi. Non, c'est pas vraiment collectif, c'est plus dans les choses à noter. Et je pense que ça va dans la continuité aussi de ce qu'on disait sur Doué, mais aussi dans ce qu'on a pu apercevoir quand Mayoulou jouait. Et c'est encore une fois aussi peut-être mettre en avant un joueur plus que le collectif. Mais je trouve que dans ce match-là, on a vraiment vu l'importance d'un joueur aussi collectif que Barcola et qui est autour de lui arrive à très très bien mettre en valeur les joueurs que sont Doué et Mayoulou. Je trouve que entre les trois, même s'ils n'ont pas toujours été alignés ensemble et sur les mêmes côtés. En tous les cas, Barcola, avec ces deux joueurs-là, arrive souvent à bien combiner, à se rendre disponible, à les rendre aussi disponibles avec ses déplacements et sa vision du jeu. Donc, on s'est souvent questionné un petit peu avant que Ruiz monte vraiment en puissance sur cette saison, sur la complicité et le jeu qu'on pouvait à réussir à développer côté gauche. Là, j'ai vraiment beaucoup apprécié et vraiment Mayoulou et Barcola, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très naturellement et qui, dans les matchs comme ça où on doit faire tourner, où on a moins de repères, en tout cas sur les titulaires, je trouve que les alignés du même côté amènent beaucoup de positifs ballon au pied. Oui. D'ailleurs, le deuxième but est construit avec les trois joueurs que tu cites. Exactement. Voilà. Et on me dit sur live comment c'est dur de faire marquer Ramos. Bah, ils ont réussi, mais il a fallu quelques tentatives, on va dire. C'est vrai que Barcola et Mayoulou sont très complémentaires. Si vous vous rappelez bien, le premier but de Mayoulou cette saison avec le PSG contre Strasbourg, c'est une passe décisive de Bradley Barcola. Et effectivement, Barcola, depuis son côté gauche, utilise parfaitement les incursions axiales de Mayoulou. Enfin, c'est marrant, c'est que Barcola devient dans ce cas pratiquement une sorte de meneur de jeu excentré pour servir Mayoulou qui sait formidablement bien se glisser derrière le latéral et devant le central par exemple et ensuite frapper fort pied gauche quoi. Et Tiens, il faut reconnaître que Barcola, quand on le voyait à Lyon, avant tout, même si cette saison il a beaucoup marqué, c'était vraiment son altruisme qui ressortait. Donc, pas surpris que dans cette équipe-là où les solutions sont multiples, bah, que lui arrive à se mettre en valeur et vraiment, bah, c'est à noter parce que
on le voit un peu moins marqué. On sent que peut-être dans la place de troisième joueur, il y a une vraie concurrence qui s'intensifie, et notamment à travers Désiré Doué, un joueur qui a l'air qu'il a l'air d'apprécier particulièrement. Donc, le voir toujours continuer à être positif, à penser au collectif, c'est vraiment une bonne chose. Je disais, tu as raison. On a fait le tour, on nous dit sur live, Barcola a le mérite d'être toujours collectif. Et oui, c'est un joueur profondément collectif, pas du tout égoïste ou autre. C'est rare qu'il prenne sa chance vraiment pour lui-même s'il a la possibilité de servir quelqu'un. Combien de buts il a fait marquer à Dembélé ou à d'autres en passant le ballon alors qu'il est face au gardien et pourrait tenter sa chance. Non, vraiment joueur éminemment collectif, Bradley, je pense que ça le dessert peut-être un peu. On va passer au perf individuel parce qu'il y a pas mal de joueurs, je pense c'est peut-être plus un match pour les joueurs que pour finalement l'analyse collective. Je voudrais juste remercier les subbers. Merci à Rebs57, à Thiepens, à Guigui7516 et Dawik, je l'avais déjà dit. Et peut-être Aurel BJ, je sais plus si c'était la fois d'avant ou pas, mais bref. Bisous à vous, cœur sur vous. On passe au perf individuel. Bon, je pense que le match de Safonov, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part si Daryl veut absolument parler d'un gardien de but. Oui, non, c'est bon, on avance. Non, ça va aller. Bah, juste quand même très bon au pied, voilà. Ah, j'allais le dire. Voilà, il a été vraiment excellent. Ouais, vraiment une progression qui est quand même assez impressionnante au pied d'ailleurs. Parce que si on se rappelle les premiers matchs, c'était pas non plus spécialement ça. Ça travaille au campus PG malgré le vent. Non, moi il y en a un dont je veux vraiment parler, qui me plaît autant qu'il me frustre. C'est l'ami Beraldo, dont je cherche une photo, qui a fait 2-3 trucs dans le match, notamment l'ouverture pied droit le long de la ligne de touche. Il est gaucher, hein, faut quand même se rendre compte. Ouverture de mémoire, je me demande s'il fait pas extérieur pied droit même. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas cette photo, mais c'est celle en tout cas. Mais Beraldo fait plein de bonnes choses dans un match. Il fait vraiment 80 minutes, même défensivement, très bien. Et puis tu sais pas ce qui lui passe par la tête à la fin de match, des duels où il part à la pêche, les 2 relances consécutives plein axe qui n'ont aucun sens. On dit ça, je sais pas ce qui lui manque, mais il lui manque des choses. Il lui manque de la maturité, ça c'est clair. On pourra toujours questionner son agressivité ou son explosivité, tout ça. Il lui manque peut-être un rasoir, me dit-on. Ça c'est méchant. Il a une belle moustache, écoutez. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ce jeune a une capacité à se tirer des rafales dans le pied qui est incroyable. Des fois, il n'y a pas besoin. Tu sais, vraiment, je comprends pas trop ce qui lui passe par la tête. Il a des qualités pour jouer dans cette équipe, parce que rien que ce qu'il sait faire avec le ballon, ça lui donne une place dans cette équipe, hein, dans le fond. Mais vraiment, je suis là, mais pourquoi tu fais ça d'un coup? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Il y a des moments, on est à la 84e, je crois, on mène 2-1, donc t'as un but d'écart, et il tente une espèce de relance axiale qui n'a ni queue ni tête. Je suis là, genre, mais pourquoi en fait? Des fois, je fais plus simple, et je pense que dans sa progression, ça va passer par justement mieux gérer, enfin plutôt mieux analyser des situations. Il est capable d'avoir une excellente lecture du jeu. Il y a des moments où il anticipe, il est parfaitement placé, hop, il a juste à mettre le pied et puis il n'y a plus d'action, quoi. Et on l'a vu notamment sur un contre ce week-end. Et il y a des moments où dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, et il fait des choses qui n'ont aucune logique. C'est comme s'il n'activait pas les bons boutons ou autre. Donc je suis très frustré par ce joueur que je trouve, on me dit ça a l'air très brésilien, peut-être. Je sais pas s'il est limité. Moi, j'ai du mal à croire qu'un joueur qui arrivait à 20 ans du fin fond du Brésil, non, il était au Sao Paulo FC, donc il peut pas du fin fond du Brésil. Il est arrivé, il a été titulaire, il a joué des quarts de finale, des demi-finales de Ligue des Champions. Pourquoi il serait spécialement limité? Non, je crois pas à cette thèse en fait. La limite, elle est psychologique notamment, elle est dans sa progression. Alors après, il sera jamais très rapide sur 5 mètres, ça c'est sûr. Mais enfin, il n'y a pas que des joueurs physiques qui ont fait des grandes carrières, quoi. Surtout qu'il a que 21 ans, je suis d'accord, et je sais même pas s'il a 100 matchs en professionnel. Donc voilà. Mais vraiment, il a un travail à faire sur sa concentration permanente, parce que c'est pas facile ce qu'on lui demande. Il joue une fois de temps en temps, un coup axe gauche, un coup axe droit, il change en permanence de partenaire.
Je crois que sur les 3 derniers matchs, il a joué une fois avec Pacho, une fois avec Marquinhos, une fois avec Hernandez. Rien que ça, déjà, c'est pas facile. Mais il a quelque chose, je trouve, mais il y a du travail. Je sais pas, Blaise, Daryl ou Mathieu, si vous êtes aussi frustrés que moi par ces erreurs, mais vraiment, ça me tend quand il massacre un bon match à la 85e en faisant n'importe quoi. On me dit un Varane moins. Attendez, Raphaël Varane, si je peux me permettre, athlétiquement, c'est un monstre. Raphaël Varane, à la course, il prenait des avant-centres. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des défenseurs centraux comme ça. Non, j'aime bien Beraldo, mais il a pas grand-chose de Varane. Hein. Varane est quand même une sorte de comète qui a joué 10 ans à Madrid, 150 sélections, je crois que la France, champion du monde à 24 ans. Non. Si Beraldo peut être déjà 50% de la carrière de Varane, je peux vous dire que ce sera extraordinaire. Mais bon, Blaise, Daryl, Mathieu sur l'ami brésilien, un avis ou pas? Oui, Daryl. Moi, je te suis, c'est toujours un peu frustrant de pas le voir réussir à faire une performance complète sur 90 minutes. Il y a toujours ce petit moment de déconcentration ou de déconnexion, en particulier en plus quand l'équipe est un peu moins bien. Lui aussi, bah, c'est clairement pas le joueur qui va l'aider à aller mieux. Il a tendance à faire des erreurs justement dans ce moment-là quand l'adversaire est un peu dans un temps fort ou un semi-temps fort. Donc oui, c'est vraiment frustrant, alors que bah, il a des qualités bah, avec ballon qui sont vraiment exceptionnelles pour le coup. Et même sur le plan défensif, il est pas aussi limité qu'on veut bien le croire. Donc ouais, il faut vraiment qu'il passe en fait ce petit cap là pour avoir pour espérer avoir un rôle beaucoup plus important à l'avenir. Mais bon, donc, enfin là, voilà, je me dis que ça reste un mec qui a quoi, 21 ans, Ouais, euh, il est de fin qui a, d'année. voilà, ouais, voilà, donc il a 1 an et demi au PSG dans les jambes et il a déjà, c'est déjà un joueur crédible dans la rotation. Donc, il faut peut-être que la progression avec lui sera un peu plus lente, je ne sais rien, mais en tout cas, ouais, on va attendre, hein, il y a de toute façon il y a que ça à faire, mais Ouais. Mais oui, Bah, il faut vraiment qu'il passe ce cap-là, quoi. non, mais tiens, on disait, la question c'est est-ce qu'on peut continuer à le faire jouer pour qu'il progresse vu l'exigence de notre club? Il y a Bah oui, l'exigence et il y a surtout le fait que Luis Enrique l'aime bien, quoi. oui, en Globa- plus. oui, globalement, c'est ça le plus important pour lui. Hein. Parce qu'il a quand même mis à la benne Skriniar, Danilo, un peu Hernandez aussi pour faire jouer Beraldo. Donc, je pense que c'est ça le plus important. On nous dit, vous imaginez vraiment Beraldo devenir un jour un grand central et titulaire au PSG? Ça, c'est une Pas bonne. nécessairement, mais de toute façon, bah, enfin, donc, on pourra pas jouer de toute façon avec seulement deux centraux dans l'effectif. Donc, ouais, un joueur de la qualité de Beraldo, c'est clairement pas un joueur que je ne vois pas dans la rotation au PSG sur le long terme. Et alors après, de là à devenir un joueur référence extraordinairement dominant. Non, non, non. Je pense que de toute façon, il y a des limites physiques qui font que voilà, il y a certains caps, un certain niveau qu'il n'atteindra pas à mon sens. Mais Mais il n'y a pas compte que des tenu en fait de titulaires. la Hein. manière dont on joue, pardon? Puis il n'y a pas que des titulaires dans une équipe aussi, quoi. Oui, c'est ça exactement. Enfin, Et je vais vous prendre un exemple très simple. Nacho, il lui a fallu 15 ans pratiquement au Real Madrid pour être un joueur qui compte. Il y a eu des moments, Nacho, c'était le 23e joueur de l'effectif du Real. Il a fini capitaine et titulaire, a levé tous les trophées en 4 mois. Alors je dis pas que Beraldo va finir comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des joueurs qui sont titulaires dès qu'ils arrivent parce qu'ils sont trop forts. Voilà, ça c'est sûr. S'il y en a des comme ça, bah, Doué, à mon avis, il va pas rester longtemps pas titulaire, par exemple. Et Beraldo, il aura pas forcément un parcours de archi titulaire, mais déjà le fait qu'il soit capable de jouer axe gauche, axe droit, bah, peut-être qu'il va faire une carrière au PSG de, comme, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7 ans, où il sera une très bonne doublure. Et t'as besoin de ce genre de joueurs quand même. Donc, sans vouloir forcément en faire un titulaire en puissance, tant que Luis Enrique l'apprécie, le fait jouer, et que lui, il est en mesure de répondre un peu positivement, et bah il va continuer à jouer en fait, tout simplement. Alors après,
qu'est-ce qu'il va devenir, je sais pas. Faut quand même bien se rendre compte que à son poste naturel de central gauche, il n'y a pas de show qui va quand même être dur à être délogé. Et au poste de central droit, il y a le capitaine du club, recordman des matchs, Marquinhos, et on va sûrement faire signer un gros joueur à ce poste-là. Donc dans tous les cas, Beraldo, il va falloir qu'il fasse plus, sinon il jouera pas beaucoup. Mais il n'a que 21 ans, hein, donc il peut encore beaucoup évoluer, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et puis ça se peut-être qu'il repartira. Et bah écoutez, il a coûté 18 millions de mémoire Beraldo, 18 plus 2 quoi. Je pense que le PSG perdra pas d'argent dessus, hein, voire en gagnera. Donc pire c'est pas très grave. Puis il nous a pas tué pour l'instant une compétition ou un match avec une erreur énorme comme certains ont pu le faire par le passé. Donc voilà. On avance. Blaise, Mathieu, est-ce qu'il y a un joueur en défense dont vous voulez parler ou plutôt au milieu? Est-ce qu'on reparle de Désiré Doué? On nous dit s'il peut être un Comboiré Beraldo. Bah, ça serait très bien un Comboiré, c'était un excellent exemple. Qui a été un très bon soldat du PSG à une époque, qui n'arrivait pas à faire à passer le cut de la titularisation, mais qui a été un excellent joueur de complément. On me dit Lee incroyable. Tiens, Blaise, Daryl, Mathieu, vous voulez évoquer quand même un peu plus le match de Lee en relayeur, ce que vous en avez pensé, parce qu'on a cité ce choix de Luis Enrique, mais on n'en a pas finalement pas tant parlé que ça. Qui veut? Oui, Blaise? En relayeur, en sentinelle, pardon. Ouais, exactement. On peut en parler parce que oui, ça a été un choix. Et comme tout choix, bah, il mérite d'être un petit peu plus mis en avant ou en tout cas discuté parce que c'est la première fois, il me semble, qu'il est aligné vraiment sur le poste, même si, comme je disais tout à l'heure, il a très souvent eu une zone d'influence qu'il a pu avoir même lorsqu'il occupait le rôle de fausse pointe sur le tout début de saison. Et il faut dire que bah, sur ses qualités balle au pied, on lui connaît une vraie sensibilité à ce niveau-là, une, vraiment une protection de balle qui lui permet de résister à beaucoup de pressing, surtout, vu la force de celui havrais. Après, donc il y a eu effectivement un début de match un peu compliqué, pas tant, dans les dans ce qu'il pouvait proposer balle au pied, mais je pense, à un peu s'insérer dans cette équipe, à jouer un poste qui est nouveau et surtout pour un joueur qui n'avait pas connu de titularisation depuis un moment. Et puis une fois qu'il a pu avoir, on va dire l'atmosphère du match et tout emmagasiné dans sa tête, là pour le coup, il a vraiment fait parler sa qualité de jeu au pied. Donc déjà, dans un premier temps, avec des longs ballons et là, on lui connaît vraiment une certaine qualité et surtout après et c'est là où il a, je pense, le plus réussi son match, c'est, bah, en prenant de plus en plus d'initiatives, en étant de plus en plus haut sur le terrain. On a cet enchaînement avec, une récupération comment dirais-je? Avec laquelle il enchaîne tout de suite, une roulette et une bonne orientation sur le côté droit pour Hakimi. On l'a vu avoir des dribbles de dégagement, vers l'avant, des doubles contacts, vraiment une qualité technique très, très propre. Après, il avait aussi la responsabilité, bah, des coups de pied arrêtés et là, pour le coup, malgré sa qualité de pied, ça a pas toujours été très bien tiré, dans le sens où, bah, en tout cas, je pense pas qu'on se soit créé vraiment d'opportunités. Alors qu'on les a tous tirés. Il me semble, en tout cas en sa présence, on les a tous tirés directement. Mais, heu, mais non, un choix payant pour une opposition qui n'allait pas le mettre en difficulté et à revoir sur cette fin de saison, je ne sais pas, mais en tous les cas pour faire tourner, Luis Enrique a aujourd'hui une vraie alternative pour les matchs, de Ligue 1 contre la deuxième partie de tableau. Sur le live, on me dit j'ai revu les débuts prometteurs de Giovanni Lo Celso à ce poste il y a 7 ans. C'est une bonne comparaison, effectivement. Joueur très technique, gaucher comme ça. On me dit Bah, Giovanni Lo Celso, je pense que c'était légitime de le voir à Madrid, ou en tout cas de se dire qu'il pouvait le faire. Lille, on n'en est pas là. ouais, on va se calmer un peu. Daryl ou Mathieu, vous voulez compléter un peu sur la bonne analyse déjà de Blaise sur le match de Lee? Oui, non. Juste un truc, puisque Daryl et Mathieu ont pas l'air d'être très intéressés par le Lee Kangin Sentinelle. Il a placé à un moment une sorte d'enchaînement technique de dribble au milieu de 3 havrais. J'étais là, genre, pas mal quand même. Vraiment. Tu parles de quoi? De son double contact là Ouais, l'espèce de double contact. sur le...
Ouais, Quand non, il c'est ça. s'insère, qu'il la donne à Mayulu. Ouais, ouais. Ouais, non, franchement, j'étais là, bon. S'il perd la balle, on se fait massacrer en transition, mais c'est bien de prendre ses responsabilités et de faire des différences à cet endroit-là du terrain. Ah, on nous dit, est-ce que vous en pensez quoi de son geste sur le corner avec Désiré Doué? Ah, ah, parlons potin. Ah, la polémique. Alors, Daryl, t'en penses quoi? Le Bon, corner franchement, gate. Le corner ouais. gate. Non, franchement, j'en pense pas grand-chose. C'est des trucs qu'on voit sur un terrain. L'attitude est pas terrible, ça c'est clair. Pas un mot, pas un regard, rien. Bon, ok. Après, bon, je pense il était tireur attitré, donc, voilà. Mais c'est ça, c'est des trucs sur un terrain. Enfin, ça s'oublie très vite, quoi. On s'en fiche un peu. Après Daryl, ça va plutôt dans le sens où il a beau faire des démentis, je pense qu'il est comme ça. Je C'est suis un Ah, d'accord. ah oui. Ah non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Enfin, on sait, voilà, je pense pas que ce soit le mec le plus sympa du vestiaire, on va dire. Voilà. Bon, mais C'est joliment dit. ouais, bah, ouais. On va rester politiquement correct, quoi. Les 2, ils luttaient pour la place de chouchou parce qu'il a l'air de l'avoir perdu face à Doué, je pense. Bah, en plus, oui, oui, Doué, c'est en plus un peu le gars qui a pris le rôle que pouvait espérer avoir Lee dans cet effectif, hein. Donc après, il fallait être meilleur, quoi. Il y a pas Ouais. quand même pas, il y a pas vraiment photo entre les deux joueurs au moment où on se parle, hein. Donc voilà. Après, franchement, ça c'est des mini. Il y a même pas eu, on peut même pas parler d'embrouille en plus parce que ça a été dissipé très rapidement. Voilà, Doué a eu l'intelligence de partir et de pas chercher plus loin. Voilà. On oublie et on passe au match suivant, quoi. Oui, parce que le match suivant, Doué le jouera et peut-être pas le dit en plus. Donc c'est. Après, moi je leur propose de régler ça au ping-pong, mais la dernière fois ça s'est mal fini, donc je Ah sais non, pas. non, 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 pas de ping-pong gate chez nous. Ah là là, non mais ouais, on nous dit tempête dans un verre d'eau. Oui, bon. Après, c'est vrai que Lee est pas. Les échos autour de Lee Kang-in sont pas forcément très positifs quant à sa personnalité et le fait qu'il s'aime un peu beaucoup, on va dire. Voilà. Mais bon, sinon, c'est un corner. Comme tu l'as dit, Doué a eu une bonne réaction en laissant pisser. Genre, allez, vas-y, tape ton corner. En plus, il les a tirés n'importe comment tous. Enfin, il les a pas très. Non, il les a pas trop mal tirés, mais ils ont jamais été dangereux. Donc, bon, voilà. Écoutez, il n'y a pas de quoi changer grand chose dans le fond avec. Ah, ça. C'est quoi l'histoire du ping-pong? Ah bah, Lee Kang-in a défié la hiérarchie sud-coréenne en sélection nationale. J'ai plus l'histoire totale complète en Ouais. tête. Mais bon. Je crois que c'était un repas dont, enfin, avec les joueurs de la sélection nationale pendant, c'était quoi? C'était pendant la Coupe d'Asie, un truc comme ça. Ouais. Et bon, Lee Kang-in et quelques-uns de ses partenaires ont voulu expédier le repas un peu rapidement pour aller jouer au ping-pong, ce qui n'a pas plu aux anciens du groupe, en particulier Son. Et donc il y a eu une dispute, ça allait même ça en est venu quasiment aux mains et Son s'est retrouvé même avec un doigt cassé, je crois, un truc comme ça. Il a joué avec un bandage, Ouais, bon c'est voilà. ça, je crois. Ouais. Et, ouais, ouais. Donc évidemment, scandale au pays, etc. Et puis Lee a dû faire amende honorable. Je crois qu'il est Parce que allé, exactement, il s'est même déplacé à Londres il s'est pour. déplacé à Londres pour ouais, aller voir Son au camp d'entraînement au centre d'entraînement de Tottenham, à présenter ses excuses, Non, mais c'est etc. ça. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Enfin. Ah putain, mais ça rien que d'y repenser, je suis explosé de rire, quoi. Il est allé faire le clown jusqu'à North London pour s'excuser pour pour lui avoir pété le doigt à la raquette de ping-pong. Enfin bref. Putain, j'espère que Désiré va lui dire non mais c'est bon, t'inquiète pas, y a pas de problème. On n'est pas obligé d'en parler pendant 10 ans. Mais ouais, bon, geste un peu bon. Disons que par rapport au tableau idyllique qu'on nous décrit du vestiaire du PSG, ça montre aussi qu'évidemment il y a parfois un peu des petites jalousies, des petites tensions, tout ça. Mais c'est normal. Attendez, les mecs ils veulent tous jouer. Lee il voit bien que son temps de jeu il a été mangé notamment par Désiré Doué. Et voilà, hein, c'est comme ça. C'est pas grave dans le fond. Est-ce que chacun joue pour sa gueule ensuite au moment des actions? Parce que là c'est un corner, c'est un coup de pied arrêté. Par définition, c'est voilà. Non, c'est beaucoup plus important qu'ils continuent à jouer ensemble plutôt qu'à jouer enfin ils se boycottent pas sur le terrain quoi.
Donc voilà. On nous dit hâte de connaître le prochain club de Lille. En tout cas, aux dernières nouvelles, le prochain club de Lille, ce sera toujours le PSG. Son entraîneur l'aime bien. Il a encore 3 ans de contrat. Bon, il est pas parti en tout cas. Mais il a une bonne cote quand même. Faut pas l'oublier. Donc bon, on verra. Mathieu, on t'a pas entendu ni sur les défenseurs, ni sur Lee. Est-ce que tu veux peut-être parler ping-pong, peut-être évoquer un autre joueur ou pas? Je ne sais pas. De ceux qu'on a déjà cités de nom, je ne vais pas rien apporter de plus ce qui a déjà été dit. Donc on peut avancer pour la suite. Attends, parce que moi je veux qu'on reparle de Désiré Doué. Parce que. Ah d'accord, ok. Ah non, mais je vais vous montrer la photo là que j'ai mis. Donc le premier but de Désiré Doué, de la création à la double célébration, la façon qu'il a eu de se mouvoir sur le terrain, de marquer, je jure que c'est Neymar. Mais il y a une action de Neymar comme ça où il débute, je crois que c'est contre Strasbourg, ça doit être mars 2018, où il fait exactement la même action. Après il finit plein, il décale à droite Di Maria, le décalé à gauche Barcola, et c'est un peu différent. Mais en fait vous prenez toute l'action, vous la séquencez, je suis sûr que vous pouvez faire coller les Neymar à des époques un peu différentes, évidemment. Mais c'est un clone. Et il a poussé le vice. Attends, j'ai pas Juste fini. les chaussures. Les chaussures. Et ouais, il a les godasses que Neymar avait vers je sais pas quelle période, je suis pas spécialiste, je suis pas footpack moi. Mais voilà. Et vraiment. Ça, c'est 2018. Hein. C'est 2018, c'est ça. je crois. Ah, c'est 2018. Mais vraiment, je suis. C'est vraiment un challenge que je vous dis pour les comptes et les spécialistes des compiles. Je peux vous jurer que cette action, vous la découpez. Neymar l'a faite, mais vraiment surtout le coup de je me mets dans ma moitié de terrain, je dribble pour commencer une action. Ça, Neymar il nous l'a fait plein de fois quoi. Le décalage, la fin où il revient pied droit pour frapper et tout. La célébration, non vraiment. Et tu trouves pas qu'il y a une ressemblance avec marqué sur l'action où il fait double contact et ensuite passe dans l'intervalle, petite passe dans l'intervalle pour Mayulu qui frappe aussi. Non mais Gorgelin. Aussi, mais je trouve en fait vraiment que l'action là avec dont je parle, l'action du but, ce qui est très caractéristique, c'est qu'il y a aussi l'après-but en fait, la célébration où il fait du Neymar, la façon de se comporter. Ah non mais vraiment c'est le mimétisme est fou, totalement fou quoi. On me dit je trouve pas qu'il ressemble à Neymar, mais si regardez-le sur le terrain, le dribble là, cette action là que je vous ai mis en photo. Mais combien de fois on a vu Neymar faire ça quoi, avec la jambe droite, le pied gauche en appui comme ça, la jambe droite en avant. Ah non, vraiment, allez, on me dit sur live, ça se voit qu'il a kiffé Neymar PSG. Ah, mais je pense qu'il a Ah, c'est ça. Ah, il s'est buté aux vidéos de Neymar. Ce gamin n'a pas dormi pendant des années. Hein. Il y en a qui matent des mangas toute la nuit, lui il se faisait des compiles de Neymar. Non, mais ça nous ramène un peu au débat qu'on avait eu au moment où Neymar est parti. À l'époque, je salue mon compère Raphaël Cosmilis, où toi et Omar nous rabâchaient sur le fait que oui, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions au PSG. Non, Football Heritage. C'est ça l'héritage de Neymar. Ah le fait que tu es aujourd'hui les meilleurs jeunes joueurs qui prennent lui en exemple. Tu parles aussi de Yamal au Barça, etc. C'est ça que laisse Neymar. Et peu importe le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde avec le Brésil ou la Ligue des Champions avec le PSG. Ah, mais totalement. C'est sûr que l'héritage est clair. Hein. Là, il y a une génération de joueurs actuellement qui débarquent et qui, en fait, a Doué, il en fait partie. C'est ceux qui ont vu, en fait, Neymar, qui était de tout jeune, de pré-ado, quand Neymar a débarqué, et qui, voilà, aujourd'hui, en fait, sont complètement matrixés par ce qu'a fait Neymar au PSG dans ses premières années. Mais on oublie un peu parce qu'il y a eu la déception de la fin, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc pour ces jeunes, quand Neymar a débarqué en Ligue 1, c'était un moment, un moment historique et qui les a complètement influencés dans leur manière de grandir avec le football, de voir le foot. Mais tu vois, sur là, on me dit Neymar top 3 des joueurs les plus influents du XXIe siècle. Enfin, je suis même pas loin de dire. Enfin, les trois, on les connaît, hein, Neymar, Messi, Ronaldo. On est que en 2025, donc c'est assez facile. Mais je pense même qu'il est plus haut que ça. Hein. Je suis top 2, voire top 1. En fait, je dis ça, on rebondit un peu, on s'écarte un peu du sujet, mais on est sur PSG là, donc on s'en fout. C'est que, en fait, Messi est un joueur qui est inimitable. Déjà, il est gaucher. Impossible à copier, voilà. Impossible à copier Messi, je pense. Par contre, Ronaldo et Neymar, beaucoup de gens ont aussi voulu être Cristiano. Oui. Je
Mais tu sautes tout. T'as une autre génération, plus le Cristiano de United, mais oui, il Voilà. avait, ou le début du Real, mais il avait une grosse influence aussi à ce moment-là, Cristiano. Mais tu vois, mais Cristiano, Messi il est inimitable, il est dans son monde et personne ne pourra jamais refaire du Messi. Hein. C'est un ensemble de choses qui est inimitable. Mbappé s'est peut-être inspiré de Ronaldo, ou d'autres se sont inspirés de Ronaldo, mais le CR7 absolument létal de la fin de l'époque au Real Madrid, t'as pas grand-chose à t'inspirer, quoi. Enfin, tu vas faire quoi, des abdos tout seul chez toi tous les matins à 6h? Non, enfin, évidemment, en termes de football pur, je pense que ouais, Neymar est celui qui a vraiment laissé une marque euh, la plus forte sur l'inspiration technique, la créativité, la joie avec le ballon, le dribble et tout ça. Ouais. Fin des années 2000 et début des années 2010, t'as des gens qui copiaient la coupe de cheveux et les chaussures de Cristiano Ronaldo aussi. Hein. C'était le matrixage allait loin aussi, mais évidemment, je suis d'accord sur Neymar. Mathieu cesse de montrer du doigt nos compatriotes portugais. C'est parfois difficile pour eux de revoir les photos, tout ça, des années après. Non, mais c'est évident que la génération de Doué et Yamal, c'est plus Neymar. C'est évident. Quand Neymar est arrivé au PSG, ils avaient quoi? Ils avaient 12 ans, un truc comme ça. Oui, on me disait sur le live qu'il avait 11 ans, Ouais, Doué, donc quand Neymar est arrivé. forcément, ça Et lui a les même pas premiers highlights de présent. Neymar, c'était 2010. Donc, eux, pour le coup, je pense que tout ce qu'ils ont vu du football, il y avait Neymar. Et il faut pas oublier aussi un truc, c'est la démocratisation des images. C'est beaucoup plus simple depuis que YouTube et tout ça existe d'avoir des images. Avant, pour voir des joueurs sud-américains jouer, bah tu téléchargeais déjà, tu étais content quand tu avais 3 buts en vidéo et tu pouvais pas, il n'y avait pas comme ça les compiles, tout ça, ça n'existait pas. Donc c'est aussi le D'ailleurs, développement de l'image. Hein. 2016, 2017, c'est pas vers là aussi que tu as eu les vidéos sur Twitter aussi? Oui, aussi, oui, bien sûr. Non, mais tu vois, c'est un Donc, tout. tu pouvais faire des petites compiles ou bien des gestes comme ça qui ressortaient. Ça compte aussi dans la diffusion. Parce qu'en plus, Neymar, bon, si tu parles de joueurs étrangers, oui, ils pouvaient voir sur Canal les matchs, mais si tu parles de joueurs qui n'avaient pas forcément accès à la Ligue 1, ça s'est diffusé aussi de cette façon, hein, via YouTube et aussi via les réseaux avec les vidéos, les mini-compiles, ce genre de choses. Ouais. Non, mais en tout cas, juste pour dire que Désiré Doué m'a beaucoup fait penser à Neymar dans ce qu'il y a de plus créatif, de plus beau à voir ce week-end. Et je dirais même que quand il a goinfré un non pas possible d'occasion, il m'a rappelé Neymar aussi, qui quand même devant les buts, est un joueur qui a beaucoup marqué, mais qui était quand même pas le plus létal, on va dire, au moment de conclure. Notamment l'occasion à la 42e, quand il est tout seul face à Gorgelin, qu'il arrive à tirer dans le gardien. J'étais là, oh, pique-toi quand même, mon ami. Vraiment, donc, merci pour ces beaux souvenirs, Désiré, parce que Neymar au PSG, c'est pas que la fin avec les 20 kilos de trop, et le départ en Arabie Saoudite, mais on les a bien carottes quand même. Sur ce, Blaise, Daryl, Mathieu, est-ce que vous voulez, on a évoqué rapidement Mayulu, on a parlé de Lee, est-ce que vous voulez parler, on a pour moi 2 joueurs, on a parlé en super, faut peut-être évoquer le match de Mbaye et celui de Ramos. Blaise, tu veux parler du match de Mbaye ou plutôt de Ramos? Ouais, plutôt Mbaye, parce que Vas-y. Ramos, je vous laisserai le cuisiner. Mais, mais pour Mbaye, déjà, c'est ce que j'ai trouvé positif, c'est il avait montré sur ses dernières entrées, pardon, un peu moins de timidité ou un peu moins d'appréhension au moment de toucher le ballon et de jouer son jeu. Et là, dans une titularisation, et je crois que c'est toi qui l'avais dit sur Culture, c'était sa première titularisation à la première journée, donc sa première titularisation en pro. Et donc 7 mois plus tard, on le revoit face au même adversaire, bien évidemment dans un autre rôle, et aussi dans une autre équipe, puisque aujourd'hui le PSG est champion et le Havre se bat pour le maintien. Mais c'est important pour les jeunes joueurs comme ça de noter des steps et des progressions. Et là, pour le coup, après une première partie de match où il est assez discret parce que pas forcément très recherché, j'ai trouvé qu'il avait, pour le coup, joué un jeu qui s'approche réellement de ce qu'il peut produire quand il est chez les jeunes. C'est-à-dire proposer, dans la profondeur, mais même, pour s'associer avec les autres partenaires, aller défier, même si bien évidemment, face à des professionnels et à des joueurs plus aguerris, il y a moins de réussite, que ce soit dans les duels ou même dans les options de passe. Il y a cette occasion où il se précipite trop. Après,
encore une fois un ballon rendu par les Havrais où je pense que après, si c'était dans quelques mois, je pense que cette occasion-là, en tous les cas, il met bien plus en difficulté le gardien. Mais j'ai vraiment apprécié. Je trouve que sur cette fin de saison, ça reste un des joueurs que j'ai envie de voir. Un enjeu aussi pour l'équipe d'incorporer un des grands talents français. Mais ouais, Mbaye, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je le dis souvent quand on parle de lui. Pour moi, là où il est important pour l'avenir et même peut-être pour le présent s'il arrive à enfiler les minutes et à prendre de plus en plus de, comment dirais-je, de personnalité dans ses performances. C'est un droitier qui joue à droite et dans les profils qui sont proposés généralement aujourd'hui pour les ailiers avec des faux pieds, je trouve qu'il a un profil différent et un profil intéressant. Et juste un point à noter, et là où on voit vraiment la jeunesse du joueur, c'est que on l'a vu très, très souvent se faire rattraper par les adversaires, mais c'est pas qu'il va plus lentement que les autres, c'est que il a encore beaucoup de musculature tout simplement à acquérir et à devenir beaucoup plus puissant parce que face à des joueurs qui vont à la course, on va dire, moins vite que lui, à l'épaule, au duel, il a encore du mal à faire des différences, mais ça viendra avec le temps. En tous les cas, bah, à lui de continuer, à lui de continuer à vouloir progresser et à profiter des minutes qui lui seront accordées, je pense, d'ici la fin de saison. Ouais. Juste sur le live, on me dit une chose très juste, on me dit, c'est fou sa capacité à bien se situer, à bien détecter l'espace. C'est un ailier, mais il occupe des positions intérieures avec beaucoup d'intelligence. Et je pense que c'est un truc, c'est vraiment ce qui le différencie, par exemple, du match qu'il avait fait au mois d'août et de celui de samedi. Bon, alors évidemment, il y a l'évolution physique, il y a le fait qu'il joue côté droit et pas côté gauche, il y a le track, tout ça, et même ses premiers matchs. Mais là, on a enfin vu le joueur euh, qui est beaucoup plus qu'un ailier. Comme tu l'as dit, c'est un ailier droit qui joue à droite. Dans le football moderne, c'est très rare désormais. Pratiquement tous les ailiers jouent en faux pied. Regardez au PSG par exemple, c'est pratiquement tout le temps le cas. Mais lui, c'est un ailier droit qui joue à droite. Et en fait, il est à la fois un ailier capable de longer la ligne parce qu'il va vite, mais là, il se rend compte au niveau professionnel que finalement, il y en a d'autres qui vont vite. Hein. Mais il a aussi la capacité à jouer intérieur. Et je sais pas si vous voyez les deux passes qu'il donne intérieur pour Hakimi et Doué, par exemple. Doué, c'est celle où Ramos s'efface. C'est c'est pas des passes faciles à avoir pour un joueur de 17 ans. Et c'est là où on se rend compte que c'est un ailier très particulier dans le sens où il a une sorte de double casquette, ailier de percussion, mais aussi ailier avec un vrai sens du jeu, qui est capable d'aller vers l'intérieur, qui a pas peur d'aller vers l'intérieur balle au pied, même en étant sur son pied fort. Donc ça commence à ressembler au joueur qu'il est. Enfin, pour ceux qui ne le regardent pas jouer, les U19, faut vous le dire tout de suite, c'est une bombe en U19. Hein. C'est un mec, il a rien à faire là. Mais en pro, d'un coup, on se trouvait que il y avait des trucs quoi. Et là, ça commence à ressembler à un joueur professionnel. Il va encore beaucoup évoluer. Hein. Faut pas oublier, il a 17 ans à peine. 17 ans, c'est tout jeune. On me dit après l'année prochaine, c'est compliqué de prêter un joueur de 17 ans. Il est professionnel, c'est vrai, il a signé son contrat, mais vous vous rendez compte ce que c'est que partir en prêt quand vous avez 17 ans, vous être déraciné comme ça, tout, c'est compliqué. Hein. Non, non, il va rester au PSG, je pense, l'année prochaine, ou peut-être aller un prêt de 4 mois en seconde partie de saison quand il aura 18 ans. Mais non, faut le laisser grandir, mais je trouve que ces deux matchs, entre l'aller et le retour contre le Havre, marquent tout de même une vraie progression. Quelque chose, voilà. On me dit par rapport à Coman en U19, c'est comparable. Non, Coman était vraiment à un niveau encore au-dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs offensifs du PSG qui ont atteint le niveau que Mbaye a montré sur certains matchs. Ouais. Vraiment, c'est un très très fort potentiel. Après, il va falloir qu'il s'habitue, qu'il grandisse, ce genre de choses. Mais ça commence à venir en tout cas. Odobert était loin de ce niveau-là, même en U19. Hein. C'est un bon joueur, Wilson, mais il est parti à 3, à l'époque 3 était Ligue 1 ou Ligue 2 déjà, je sais plus. Et c'était, voilà. Là, Mbaye, s'il signait pas au PSG, il partait au RB Leipzig par exemple. Hein. Il partait pas en Ligue 2. Hein. Donc ça vous donne un peu une idée du niveau. 3 était encore en Ligue 1 à l'époque, merci. Daryl, Mathieu, on va parler des choses. À part si vous voulez rajouter quelque chose sur Ibrahim Mbaye, le tout jeune Mbaye, mais je sais pas, je pense pas. Il faut qu'on parle du nouveau match de Gonzalo Ramos, donc qui a marqué à la 50e en reprenant de très près un petit ballon piqué délicieux de Seny Mayulu. On s'inquiète pour le pistolero, on ne s'inquiète pas.
on attend la fin. On me dit Wolverhampton à l'aide. Wolverhampton qui risque de vendre Mateusz Cunha d'ailleurs, qui est l'avant-centre actuel. Oui, Daryl. Bah, on s'inquiète pas plus qu'avant, quoi. C'est globalement le même match que celui qu'on le voit faire encore et encore à chaque fois qu'il est titulaire. C'est-à-dire que bah il est assez peu trouvé. Bon, c'est vrai il a quand même progressé sur le jeu loin du but et dos au but, vraiment en remise, il est capable de faire des choses très intéressantes. Et bon, c'est quelque chose qu'il confirme au cours de cette saison. Mais dans le travail pur d'avant-centre, bah, il est assez peu trouvé, pas forcément hyper disponible dans la surface. Il a du mal à se défaire des défenseurs. Et quand il est trouvé, bah, il gâche beaucoup. Il arrive toujours au moins à mettre un but, en tout cas souvent à en mettre un. Bon là, celui qui met, il pouvait difficilement le louper. Hein. C'est un vrai tapin. Donc voilà, c'était compliqué quand même de rater cette occasion. Mais ouais, le reste, bah, c'est un peu de gâchis et donc c'est un peu compliqué pour lui d'envisager bah, une place importante dans la suite du projet parce que bah, malheureusement en fait il dispose pas de qualités fortes indispensables à l'équipe quoi. Aujourd'hui c'est vraiment son meilleur rôle semble être celui de super sub où là pour le coup quand il rentre dans un match qui est un peu plus ouvert il est capable de faire vraiment mal et d'avoir un véritable impact au tableau d'affichage. Mais mis à part ça, ce qu'il propose est malheureusement insuffisant. Et bon, c'est dommage parce qu'en plus, c'est un joueur qui est vraiment irréprochable dans l'attitude et qu'on a envie de voir réussir. Mais ouais, j'ai l'impression quand même que la marche là commence avec l'équipe qui a vraiment beaucoup progressé cette saison. J'ai l'impression que la marche commence à être un peu trop haute pour lui, quoi. Et qu'il y a un peu bah, une incompatibilité de profil qui saute aux yeux rencontre après rencontre. Tiens, on me dit sur live aussi l'impression que petit à petit on est en train de le perdre. Pour ça, je sais pas, je trouve qu'il s'accroche quand même. Hmm. Après, il y a peut-être des attitudes qui sont, oui, un peu, ouais, Perte de évidemment que bon, confiance un peu ils sont, peut-être. ouais, il y a peut-être un petit peu de perte de confiance, mais ça, c'est tout à fait logique vu le rôle qu'il a. Mais moi, je pense qu'il restera pour le coup impliqué jusqu'au bout et que si on a besoin de lui là, dans les 3 ou 4 matchs, espérons 4, importants qui nous restent d'ici la fin de la saison, il rentrera et donnera tout, même si c'est pour une minute. Ouais, je suis très perplexe sur son avenir. Honnêtement, comme tu l'as dit, hein, Voilà, techniquement c'est le l'avenir plus est gris, faible. hein. Bah, techniquement, c'est pas loin d'être le plus faible du 11 de départ en ce moment. C'est le moins polyvalent de l'effectif. Et on sait à quel point la polyvalence c'est important. Globalement, ce qui lui donnait un rôle au PSG, c'est ses buts. Mais quand je vois ce qu'il rate, oh, la volée du gauche là, son geste d'assassin là. Ouais, Mathieu. Pour abonder sur l'efficacité, c'est le joueur le moins efficace de l'effectif. Son ratio entre le nombre de buts marqués et enfin la différence entre le nombre de buts qu'il a marqué réellement et le nombre de XG qui est créé, et elle est de 5 dans le négatif, 5,3 dans le négatif. Oh là, c'est C'est de beaucoup. très loin le joueur qui a gâché le plus d'occasions cette année. Bon, on n'a pas beaucoup de joueurs dans le positif, hormis Dembélé et Lee Kangin, les autres sont plutôt à l'équilibre, on va dire. Mais lui, Colomwani et Asensio sont les trois qui ont le plus gâché d'occasions cette année. Et Ramos à la palme 5,3. Donc il a marqué, rien qu'en Ligue 1, hein, je parle. Donc il a marqué 7 buts, mais ses expected goals, c'est 12,3. Ah, c'est énorme, hein. Et, Mais ça veut dire qu'il se crée ouais. quand même beaucoup d'occasions. Mais bon. Non, mais Euh, bon, c'est-à-dire que l'équipe génère, je sais pas si c'est lui qui se fait lui-même, ouais. que c'est un numéro 9 de surface. Je dirais que c'est l'équipe qui génère beaucoup d'occasions et lui qui les convertit pas au niveau qu'on pourrait attendre. Après, pour savoir s'il va rester ou pas, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. La Coupe du Monde qui arrive, est-ce qu'il va se contenter d'un rôle de remplaçant une saison de Coupe du Monde alors qu'il est censé être le numéro 9 du
Portugal. Enfin, à voir si Cristiano Ronaldo reste, Ah bah reste il y titulaire sera lui. et seul titulaire en pointe. À Christian, voir. il a les clés de la fédération, hein. Je peux te dire qu'il décide de tout. Il va rester, hein. Mais bon. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, bon, faudra voir s'il se contente de ce rôle-là parce que je pense pas qu'il aura plus avec Luis Enrique. Et il faut voir aussi par qui le PSG pourrait le remplacer. Et c'est là que ça coince parce que autant tu peux dire que le cas échéant, si tu veux remplacer Lee Kangin, tu, tu peux trouver un milieu de terrain assez aisément. Un numéro 9, bon, ça va pas être l'été où tu vas mettre 150 millions d'euros sur Isaac, je pense. Donc, il faudra trouver d'autres solutions. T'as pas de neuf bon marché ou accessible qui rentrerait facilement dans cette équipe. Donc là, il faudrait économiser sur une trouvaille de Campos. C'est pas le plus simple, on va dire. Surtout qu'il est en fin de contrat. Donc Mm. c'est pas gagné non plus. On me dit Il y avait certains. une rumeur sur un numéro 9 récemment, non? Non, ça. En Russie, non? Ah oui, oui, le mec là du Spartak. Ouais. Voilà. On dit Haaland like le PSG sur les réseaux. Ouais, mais il Oui, a il est surtout prolongé de sous 10 contrat ans. jusqu'en 2032. Voilà, Manuel Ugalde. Non, comment il s'appelle? Ugalde. Oui, c'est Ouais, Ugalde. regardez, ouais. Mais je sais... Non, Manfred, pas Manuel. Manuel. Manfred ou Galdé, oui, c'est ça. Voilà, Oui, oui. Manfred Ugalde, effectivement. Mais bon, ça paraît pas être du niveau du PSG, si je peux me permettre. On nous dit Sesco. Sesco semble très premier à la première ligue, donc on va voir. On nous dit quelqu'un a vu Matistel faire un bon match en tant que titulaire. Bah déjà, est-ce que quelqu'un a vu Matistel titulaire? C'est déjà une première question. Ensuite, le reste, on verra. Mais non, non, mais puis aujourd'hui, il est entre le Bayern, Tottenham et tout. Bon, je suis pas sûr que le PSG soit très vraiment ait vraiment été. Est-ce que le PSG a vraiment été intéressé un jour par Matistel? Je suis pas certain. On me dit Ekitike ça aurait pu être intéressant, c'est vraiment dommage. Alors ça, c'est un truc que je vois passer depuis que Ekitike va beaucoup mieux à Francfort. Mais Ekitike, le niveau technique, il l'a acquis en traversant le Rhin. Parce que le niveau technique, il l'avait pas au PSG en fait. Il y a l'attitude, ça c'est un premier point, ça se corrige si c'est un jeune joueur. Mais le niveau technique dans le dos but, dans les petits espaces, il a jamais eu le niveau technique requis du PSG. Tout comme Colomani, il a pas Tu, quoi. Chez Kitike, tu le verras dans un club qui le recrutera pour 80 millions d'euros cet été. On verra ce qu'il donnera. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Si je te projette un peu sur le mercato l'an prochain, on a un peu du mal puisqu'il reste quand même des compétitions à jouer et on est concentré sur celle-ci. Mais tu sais que tu dois quand même renforcer l'équipe parce que voilà, il y a encore de la marge, je pense. Et parce que de toute façon, une équipe qui se renforce pas, c'est une équipe qui régresse. Donc pour maintenir la concurrence et même pour la renforcer, il faut que tu prennes des joueurs, mais malgré tout, faut bien les, faut bien les identifier et bien les trouver parce que peut-être t'as pas forcément besoin de 15 joueurs, mais un par ligne, faut pouvoir les identifier et espérer être dans la même réussite que le mercato de l'été dernier. Et en attaque, bah, tu tournes à quatre vraies options pour être titulaire, mais si Doué est amené à jouer davantage en tant que titulaire, peut-être même en plus des trois autres, tu auras sans doute besoin d'une autre option crédible pour tourner et pour pousser un peu les titulaires à pas se relâcher. Donc, est-ce que tu vas réussir à trouver cette option-là pour remplacer numériquement Ramos dans l'effectif? Ça va être l'enjeu. Donc, après, si le PSG garde Ramos, je pense pas que l'opinion du club ou de Luis Enrique aura fondamentalement changé. C'est juste qu'ils ont pas trouvé, ils ont décidé de continuer en attente de trouver mieux. Ouais, et il y a aussi un point important, c'est ce que pense le joueur. Faut quand même pas Ouais, bien l'oublier. sûr. Voilà. Ça se peut, lui, il voudra partir, ou au contraire, il voudra rester. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Et moi, je pense que le PSG fera un attaquant polyvalent qui feront travailler, comme ils ont fait travailler Dembélé, pour ensuite jouer en pointe devant, quoi. On me propose sur live la Gyökeres, Nkunku. Tout ça, c'est des noms qui ont beaucoup été envoyés au PSG sans forcément que le PSG soit en mesure de répondre positivement, quoi. Et encore une fois, je le répète, aujourd'hui, notre directeur sportif est en fin de contrat au 30 juin. C'est quand même un petit souci. Moïse, bon, il reviendra pas, Moïse. Et puis, je suis pas sûr qu'il corresponde à ce que cherche Luis Enrique.
Je l'ai adoré. Qui m'écrit avec un E comme ça sur le live, j'ai cru que c'était Robbie Keane. Je ne Moi voyais aussi. pas trop le fit au PSG, mais Non, c'est Moïse qui a fait une saison, mais qui aujourd'hui il a 25 ans maintenant, parce qu'il est de 2000, mais surtout c'est un attaquant beaucoup dans la profondeur, la percussion, tout ça. Je suis pas sûr que ça corresponde au jeu très combinatoire de Unai Emery, n'importe quoi, de Luis Enrique. D'ailleurs, Hugo Ekitike, pareil, ne correspond pas vraiment à ce profil-là, mais bon. À part si vous vous rappelez des extraordinaires 1-2 où le ballon retournait jamais au bon endroit, mais bon, c'est autre chose. On nous dit Michael Olise aurait été intéressant, mais il joue aussi sur le côté, c'est sûr. Michael Olise est excellent joueur, mais effectivement, il est parti ailleurs. Alors, on va rappeler Icardi. Ah bah alors là, j'ai hâte de voir Icardi se présenter à l'entraînement avec ses 20 kilos en trop et Luis Enrique, tiens, on aurait bien rigolé. Et on nous dit, d'ailleurs, grosse question, notre DS bosse sur le mercato de cet été ou pas? Oui, oui. Sachant qu'il n'a pas prolongé son contrat. Oui, oui, oui. Il se passe quoi cet été s'il ne continue pas? Bah, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. Parce que. ce qui s'est passé les années précédentes, Leonardo, Enrique, etc., ils préparaient le mercato jusqu'à ce qu'il soit débarqué. Donc, Voilà. ça fait partie de son travail au quotidien. Mais là, il était en Norvège, c'est ça, la semaine dernière, pour le défenseur de Lazio Rila. Ah, non, il était à Rome. Il a fait le retour à Rome. Il est pas allé se geler Ah oui, à Bodo Glimt. Hein. Non, non, je crois qu'il avait cru dire qu'il était allé en Norvège. Non, il était moi j'ai compris qu'il était à Rome. Je pense aussi qu'il finira par rester, Campos. Globalement, il y a eu un événement que personne n'a trop calculé, c'est que l'émir était de passage au Parc des Princes samedi. La dernière fois qu'il est venu au campus PG, il y a un an pile à la même période, bizarrement, le Campos a dit non, en gros, il a mis d'accord l'organigramme et puis après ils ont continué à travailler. Moi, je serais pas surpris que le passage de l'émir, bizarrement, débloque des choses, notamment quand il faut parler gros sous, notamment quand il faut parler salaire. Voilà. L'émir qui vient pour un vulgaire PGLA. Ouais. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, on verra. L'émir vient signer des chèques. Bah, globalement, c'est aussi lui qui contrôle un peu le fric. Hein, donc c'est normal qu'il vienne regarder ce qui se passe. Mais on verra. Mais effectivement, si Campos change, il faudra voir si le prochain directeur sportif veut comme ça toujours se tourner vers des profils très jeunes. Il faudra voir qu'est-ce que Luis Enrique veut, etc. Voilà. Est-ce que Mario Gila, c'est bon? Je sais pas, Mathieu, si tu l'as beaucoup vu avec la Lazio. Moi, je sais juste que si on paye beaucoup, on va donner la voiture réelle et ça me fait pas plaisir. Mais bon, Mathieu, on t'écoute. Sans rentrer trop dans les détails, ouais, c'est un bon joueur. Et c'est un joueur dont tu comprends pourquoi il intéresserait Luis Enrique dans le profil, parce que c'est un joueur vraiment très agressif, pour jouer très rapide aussi, pour jouer haut et pour casser les actions à la base dans la façon marquage préventif. C'est bon pour ça. Donc après, techniquement, c'est pas un joueur, pas un virtuose de la passe comme peut l'être Hysel par exemple, mais il a une bonne conduite, il aime bien casser les lignes comme ça, balle au pied en conduisant la balle. Mais c'est surtout côté agressif et fort au duel qui est marquant avec lui et capable de couvrir aussi la profondeur par sa vitesse. Donc ça, c'est des caractéristiques qui pourraient coller. Voilà. Bon, on a fait le tour sur ce PSG Le Havre puisqu'on a parlé de trucs complètement différents, c'était formidable. On va évoquer rapidos la demi-finale, enfin rapidos ou pas, hein, parce que comme on dit, hein, à 3 on fait 3 heures, donc imaginez à 4, surtout sur un match pareil. Il y a quelques mois, on avait un Arsenal PSG qui s'était rien sur Mayulu. Bah, on en a un peu parlé tout à l'heure de Mayulu pendant le débrief, un peu en disant qu'il se glissait bien dans le milieu du terrain, tout ça. Je pense qu'on va le revoir, on aura le temps d'en reparler. Mayulu, il a fait ça, il a fait son petit trou. Maintenant, faut juste qu'il confirme. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Sur Arsenal PSG, donc demi-finale à l'Emirates Stadium le mardi, retour 8 jours plus tard le mercredi donc au Parc des Princes. Entre temps on ira jouer à Strasbourg. Je sais plus ce que Arsenal a à jouer, mais un match facile de mémoire. Ils auront une semaine pour préparer le match aller puisque ils ont Bournemouth. Ah, c'est pas facile. C'est pas si facile. Non, c'est tu vas voir la mer, mais ça secoue un peu. Quel est On nous dit ça fait du bien d'avoir enfin un retour à la maison. La dernière fois qu'on a joué à la maison, c'était Dortmund, ça s'était pas très bien passé quand même. Donc Daryl, Mathieu, Blaise, quel est votre pouls de la demi-finale? Qu'est-ce qu'on en pense d'Arsenal? Saka s'est fait massacrer par un mec de Ipswich ce week-end, mais il a réussi à s'en sortir. Blaise, Daryl, Mathieu, votre avis sur cette demi? Bah tiens, Daryl, c'est toi qui connais le mieux Arsenal, on t'écoute. Ouais, comme tu l'as dit, ça va être
une nouvelle confrontation après 7 mois où on avait vécu un match très compliqué, peut-être le plus compliqué de la saison, où vraiment on avait été totalement annihilé dans notre expression offensive, pardon, et puis même défensivement sur CPA. On sait très bien que c'est une équipe parfaitement rodée et excellente dans cet aspect du jeu, et on avait pris 2 buts sur coup de pied arrêté, et on avait difficilement su répondre, même malgré un ou deux poteaux, je crois. Je crois qu'il y a un poteau sur une tête de João Neves sur corner. Il y en a 2. Mais Et il y a voilà. la frappe de Ouais, Mendes voilà. aussi sur une percée qui tape l'extérieur côté deuxième poteau. Ouais. Bon, mais donc c'était quand même un match très compliqué. On avait vu à ce moment-là le gap qui séparait les deux équipes. Et quand on avait fait l'avant-match, j'avais dit que pour moi c'était trop tôt pour nous pour affronter Arsenal. Évidemment, depuis les choses ont beaucoup changé pour les deux équipes. Nous, on a franchi un, voire plusieurs caps. On est une équipe vraiment totalement différente aujourd'hui. En plus, il faut se rappeler que lors de ce match-là, Dembélé était absent. Aujourd'hui, a priori, il sera là pour cette double confrontation, et c'est plus tout à fait le même joueur. On sait tous là l'évolution qu'il a connue cette saison. Et puis côté Arsenal, alors ils ont vécu une saison très galère en championnat, où on les attendait avec City qui a un peu qui a lâché complètement. On s'attendait à ce que ce soit eux qui remportent la timbale, mais malheureusement il y a eu beaucoup de blessures dans leur effectif. Il y en a encore d'ailleurs, et des blessures d'assez longue durée, hein. Ils ont perdu Odegaard en début de saison. D'ailleurs, il était pas là quand on les a joués. Il y a eu Saka absent 3 mois là, qui est revenu assez récemment. Ils ont perdu. Il y a un moment où en fait toute leur ligne offensive titulaire était blessée. Ce qui d'ailleurs est la raison pour laquelle aujourd'hui ils jouent avec Merino en pointe. Donc bref, voilà, il y a eu pas mal de soucis, mais c'est une équipe voilà, qui est sur un projet là depuis quelques années avec Arteta. Depuis cette première saison en fait où ils ont joué le titre, et même la saison précédente d'ailleurs, où ils vivent une deuxième partie de saison vraiment de grande qualité, où ils échouent de peu à la quête du top 4. Voilà, depuis, en fait, ils ont vraiment franchi un cap avec en fait, le moment où Saliba est arrivé, quoi. Et bon, je pense que tout le monde a vu un peu ce qui s'est passé contre le Real, hein. C'est-à-dire que c'est une équipe qui repose beaucoup sur sa solidité défensive. Elle est très complète, hein, et elle cherche avant tout à avoir le ballon, à être protagoniste, mais elle est capable de s'adapter. C'est vraiment une équipe caméléon. Et Arteta, voilà, depuis 2 ans, en fait, après ce premier échec dans la quête du titre, où il s'était fait vraiment tabasser par City dans les doubles confrontations, dans les confrontations directes, il a un peu changé son fusil d'épaule, a décidé d'en faire une équipe moins expansive, mais beaucoup plus solide et rugueuse. Et là, ça porte ses fruits, hein, parce que, alors, bon, certes, en championnat, ils sont très loin, et bon, ça, c'est une grosse déception pour eux, mais en Ligue des Champions, ils vivent une campagne en fait tout à fait tranquille depuis le début de la saison, hein. C'est-à-dire que il y a eu donc cette victoire contre nous, mais ils ont perdu un seul match en LDC contre l'Inter là-bas sur un penalty, Ouais. 1-0. Mais sinon, ils ont encaissé vraiment très peu de buts. Je Et peux vous faire le total des buts. Hein. Ils en ont pris 7 en 12 matchs, dont 3 contre le PSV à des moments où le match ils les avaient déboîtés. Hein. Ils l'ont mis, où c'était Feyenoord, je sais plus, mais bref, les Hollandais qu'ils en ont, fait, le PSG, ouais. ouais, ils leur ont Ouais, mis, ils leur ils en en ont ont mis pris 7 à 3. l'aller Donc, chez voilà. eux. Il y a le penalty, ils ont pris un but à Gérone, ce qui était la 8e et dernière journée de la phase de poule, donc phase de championnat, donc ils servent à rien globalement. Et après, il doit en rester un qui traîne par-ci par-là, dont je me rappelle pas. Et si, le cadeau de Il y a Saliba le à Real. Vinicius, voilà, Oui, voilà. et c'est tout. Voilà. Donc bon. Ouais, Si vous voulez, exactement. ils ont Donc pris c'est 7 une buts en équipe 12 très matchs. difficile à bouger. On en a pris 4 en 2 matchs contre Aston Villa, pour vous donner une idée. Voilà. C'est moins costaud que Liverpool. Défensivement, je pense que c'est plus costaud que Liverpool. Voilà. Alors, je pense que ça se, enfin, en tout cas sur le championnat, c'est à peu près équivalent. Liverpool était même légèrement au-dessus, je dirais. Mais oui, Arsenal a plus,
Ouais, le fait que Gabriel soit blessé, je pense quand même que ça change pas mal de choses. Alors, pour l'instant, ils ont pas eu de difficulté. Kivior assure un très bon intérim, mais Gabriel, ça reste quand même leur meilleur joueur en fait pour défendre la surface. Et face à nous, qui devrions être en mesure quand même d'avoir d'assez longues séquences de jeu et de les coincer au moins temporairement dans leur surface, voilà, ça peut poser problème. Mais effectivement, c'est une équipe qui défensivement est vraiment très solide avec tous les joueurs impliqués et qui défendent en bloc. Et puis bon, il y a aussi ce côté physique. Pendant longtemps, Arsenal en fait a été un peu une équipe qu'on qualifiera de soft. Et là, c'est absolument plus le cas, quoi. Donc c'est une double confrontation. Bah, à mon sens, je la prends un peu comme avant d'affronter Liverpool, hein. C'est-à-dire que je pense que les deux équipes ont totalement leur chance. Et si on évolue à notre meilleur niveau, bah, il est tout à fait envisageable de passer. En plus. Donc, oui, vous m'entendez plus? Ah, ok. Voilà, Non, donc non, d'accord. là on a l'avantage d'avoir le retour à domicile, ce qui est très important, surtout quand on voit ce qui s'est passé à Villa. Donc ça, c'est vraiment pas un avantage négligeable. Et puis en plus, bon, je pense que voilà, ça c'est un point que je n'ai pas abordé, mais offensivement, Arsenal est quand même une équipe qui peut avoir certains soucis de créativité. Ouais. Leur maître à jouer, Ødegaard, était phénoménal, mais là cette année il est dans une moins grande forme. Et globalement, c'est une équipe qui en fait a fait beaucoup de nuls cette saison en championnat parce que justement ils ont eu du mal à Ça manque marquer de des buts, punch. justement. Moi, Ouais, ça manque de punch, exactement. Ouais. moi, je sais que je les avais vus contre Newcastle en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Je les avais pas vus jouer depuis Mais un certain ils ont temps. joué 3 fois. Ah ouais, Ouais, mais bah, cette année, ils ont joué 3 fois à Newcastle, ils ont perdu 3 fois. voilà. Et en fait, c'est un truc qui m'a grave choqué, c'est que athlétiquement, ils sont tous calibrés pareil. Ils font 1m85, 80 kg. Mais en fait, c'est une équipe qui a pas forcément de dynamisme. Alors, ça a changé depuis parce que Saka est revenu. À l'époque, il n'était pas là. Mais sinon, c'est une équipe qui est grande, qui est très grande. Enfin, ils font tous entre 1m85 et 1m90. Mais c'est une équipe, je trouve, qui manque de dynamisme. Alors, depuis, il y a Lewis Kelly aussi qui a intégré l'équipe et tout ça. Donc, c'est un peu moins vrai. Mais autant athlétiquement et défensivement, j'avoue que c'est une équipe, je pense qu'on va vraiment galérer à marquer des buts. Autant offensivement, alors il y a les coups de pied arrêtés, même si c'est quand même moins bon sur la deuxième partie de saison que ce que ça l'était en début de saison où c'était Oui. hallucinant tout ce qui Ah marquait. oui, voilà, ouais, Voilà. c'était terrible. Et l'absence de C'était Gabriel terrible. pèse beaucoup à ce niveau-là, parce que c'est lui le meilleur buteur de la tête pour Arsenal. Mais ils ont Mais, Merino maintenant. C'est ouais, lui qui est cherché sur les combinaisons. D'ailleurs, il y bah en a oui, eu une encore ce week-end. 1m90 quoi, voilà. Ouais. Mais globalement, j'aurais largement préféré jouer le Real Madrid, et je pensais pas dire ça un jour parce que c'est une équipe où vu comme on court, vu comme il court pas, au bout d'un moment ça se serait vu, mais il y en a une autre équipe, une autre bonne équipe qui est passée avant qui les a rappelé à leur médiocrité, donc c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une équipe très calibrée Coupe d'Europe, je trouve, Arsenal. Et pas vraiment Ouais. championnat au final. Défensivement très forte, costaud, solide, pas génial, mais qui va être dur à prendre. Vraiment, je je trouve que c'est un tirage compliqué. Alors après, on est en demi-finale. Hein. Barça, c'est très fort. Ah bah oui, voilà, Inter, c'est probablement encore forcément. pire parce que en plus ils sont vieux et malins. Donc non, non, ouais. Blaise, Mathieu, votre pouls du tirage un peu là, à une semaine même à 8 jours. Ouais, 8 jours du match aller. Vas-y, Blaise. Oui, c'est sur la partie tirage et le fait qu'il soit compliqué, bien évidemment, je suis pas le fou du bus comme disent les jeunes, donc je ne peux que abonder. Je dois dire que face à ce qui nous a été proposé pour le moment dans les phases à élimination directe, même si à Liverpool, je trouve que c'est une match-up un peu moins favorable. Donc, en tous les cas, j'ai moins de confiance au moment de l'aborder. Mais bien évidemment que face à ce qui est
la compétition reine en Europe et donc les deux dernières oppositions, puisque là, c'est un match aller-retour, il était inévitable d'affronter une équipe de ce calibre. Donc, je suis pas forcément très confiant, en tous les cas, pour le moment, mais comme Daryl et toi avez pu le dire, on a une réelle chance parce on a des qualités qui pourraient mettre en difficulté une équipe qui, bah, athlétiquement, a des vraies, des vraies facilités, qui a des gabarits très costauds, mais ce que Daryl a pu un peu dire, notamment dans sa capacité ou son incapacité à se créer des occasions en volume. Je pense que ce qui nous arrangerait plus que cela, c'est que Arsenal est une équipe qui arrive à vivre en tous les cas en ayant moins le ballon ou en tous les cas en subissant un petit peu plus la position dans le terrain et je pense que pour nous, pour avoir des chances d'exister dans cette compétition et même pour pouvoir avoir des chances de gagner, en fait, je préfère qu'on soit dans la position de l'équipe qui va essayer et qui peut imposer le contrôle du ballon et essayer d'aller dans le camp adverse. Donc déjà, sur ce point de vue-là, je pense que on pourrait arriver à tirer notre épingle du jeu et surtout, moi, ce que je pense de cette confrontation et peut-être que vous partagerez ou pas, mais je suis persuadé que sur les 2 matchs, on aura très peu de buts. Je pense pas qu'on aura un match qui se terminera à 5-4. Ah, pareil. Genre 1-0, 1-1, ce genre de truc. Ouais. Ouais. Après, il y a une question Et quand même du beaucoup. Du 2-1 max, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Arsenal va avoir du mal à marquer parce que il manque un peu d'attaquants, de tout ça. Enfin, ils jouent aujourd'hui avec un numéro 8 enfin, soit ça sera Merino l'avancement, soit ça sera Leandro Trossard qui a été quand même remplaçant chez eux toute la saison, donc ça montre aussi un problème. Et globalement, ils ont un peu de mal à marquer. Mais une question beaucoup plus importante sur la live, c'est qui est le meilleur Martinelli entre l'attaquant d'Arsenal ou le taulier du podcast? C'est pas facile. Moi, j'ai fait mon choix. Hein. Ah bah j'avoue que Mathieu, Oui, C'est mon oui, cousin, oui. c'est mon cousin. c'est la partie de la famille que tu assumes ou c'est un peu le cousin honteux? C'est mon cousin brésilien. D'accord, d'accord. Ton avis, Mathieu, sur cette double confrontation, toi, tu les as peu vus en championnat, j'imagine, tu les as plus vus en Ligue des Champions, notamment contre le Real, Arsenal. Moi, j'ai plusieurs points qui m'intéressent par rapport notamment au match qu'on avait joué face à eux il y a quelques mois, mais dans leur optique. Déjà, la présence de Kivior, Hmm. Que tu connais, qui toi, parce était, qu'il joue en Italie. il jouait sous Mota à la Ah oui. Spezia. Donc c'était un joueur, c'était dans la défense de Mota. Il était recruté là-bas par Arsenal. Je sais pas sur des longs temps de possession adverse et avec la qualité que le PSG a dans cette zone, il va beaucoup se trouver face à Dembélé, face à peut-être Doué, face à Gvara, face à Hakimi. Je sais pas comment il sera en mesure de gérer cette profusion de mouvements qu'on peut trouver côté PSG. D'autant que côté gauche, tu auras Lewis Kelly, a priori, qui est pas un défenseur de formation. Donc ça c'est un point et forcément si tu te projettes sur Arsenal avec la même composition que ce week-end, donc c'est-à-dire Partey remplacé numériquement par Leandro Trossard, défensivement ça change quand même un peu les équilibres. Et, toujours en disant toujours en parlant de cette zone axe gauche côté Arsenal et donc côté face droit si on veut pour nous, t'as plus Declan Rice puisqu'il passe vraiment au centre en tant que numéro 6. Et tu as Merino qui a un profil un peu plus offensif et qu'on avait joué l'an dernier avec la Real Sociedad. Ouais. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est comment tu gères les sorties de balles d'Arsenal. Il me semble quand même une équipe bien rodée à ce niveau-là. Et au match aller, je me souviens que Calafiori avait fait quand même du mal par ses incursions axiales. Là, tu auras a priori le même type de mouvement avec Lewis Kelly qui a fait déjà du mal au Real à ce niveau-là. Comment tu gères ces situations où Arsenal peut se sortir du pressing? A priori, ils ont plus d'éléments que Aston Villa et même Liverpool. Tu te projettes un peu sur les matchs qu'on a pu jouer au parc face à ces deux équipes. Je pense que techniquement, pour ressortir, ils ont quelques atouts intéressants à ce niveau. Donc,
Donc à voir, mais oui, après, c'est vrai que l'enjeu pour nous, défensif, ça va vraiment être le côté, leur côté droit, le duo de garde et Saka, complicité, pardon, qu'ont ces deux joueurs. Il va y avoir le duel un contre un Mendes-Saka, mais il va y avoir aussi le rôle important de Fabien Ruiz, je pense, pour bien scanner la zone et empêcher le fait que Saka et Odegaard arrivent à se mettre en 2 contre 2 face à Mendes et Pacho et arrivent à trouver de l'espace comme ça dans le dos de la défense par des combinaisons dans les petits périmètres qu'ils affectionnent. Donc, voilà, quelques réflexions un peu en vrac, mais qui m'intéressent vis-à-vis du match. Mais malgré tout, le retour au parc, c'est quand même un point important. On avait souffert quand même face à Liverpool, face à Aston Villa, le retour, dans la position de devoir soit remonter, soit tenir un score. Avec des équipes qui, portées par leur public, peuvent mettre beaucoup de rythme et jouer plus direct et nous poser des soucis. Là, forcément, le type de rencontre est très différent. Mais voilà, ça va être très intéressant. Arsenal qui a plus grand-chose à jouer en championnat aussi, donc on est un peu dans la même situation. Et enfin, ce serait quand même bête de pas passer parce que je pense qu'il y a vraiment le gros lot à aller chercher. Quand tu vois l'état du Barça et de l'Inter encore ce week-end, tu vois des équipes qui sont un peu fatiguées et Un peu. qui commencent à avoir des blessés, en plus qui vont devoir jouer le championnat jusqu'à la dernière journée. Celui qui passe entre Arsenal et PSG gagne la Ligue des Champions. Ah, Mathieu, il est là. Il a dit au cousin, c'est toi. Les grandes annonces. Les grandes Il y a le gros annonces lot à de aller Mathieu. chercher là. Il y a le gros lot. D'accord. Ok. Non, je dis ça un peu mais... un peu à bout, mais je me dis qu'il y a une énorme opportunité, quoi. Parce que le Barça l'Inter, tu les joues 2 mois en amont, en avance. En amont. J'allais dire en avance, mais c'est très différent de là. Ils sont vraiment impliqués sur toutes les compétitions. Ils commencent à avoir des blessés, des joueurs qui tirent la langue, qui l'avouent publiquement. Bon, évidemment, vu une finale, ça c'est les choses se nivellent, on va dire, mais il y a un gros coup à faire, je pense. D'accord. On nous dit Arsenal a-t-il déjà joué une équipe du même profil que le PSG cette saison? Ah, c'est une bonne question ça. Daryl, toi qui les vois le plus. En Ligue des Champions alors En Ligue des Champions, Ligue oui, 1, en première ligue, on se dit bien qu'il n'y a aucune équipe qui joue comme le PSG. Non, en Ligue des Champions, pas vraiment. En fait, j'avais regardé récemment un peu leur calendrier de la Ligue des Champions et globalement, ils ont eu un calendrier quand même. Non, mais alors, je vais dire les qualifier termes à ta avec Clément. place. Ils ont eu un calendrier Voilà, à la c'est- Manchester City. Les mecs se retrouvaient en quart ou en demi-finale en ayant joué une bonne équipe en général. Voilà. Voilà, et exactement. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les deux grosses équipes qu'ils ont affrontées, les deux chapeaux 1, quoi, c'était donc nous évidemment et l'Inter. Donc contre nous à domicile, voilà, ils ont gagné 2-0. Et contre l'Inter, comme j'ai dit, ils ont perdu. Mais sinon, voilà, quand on regarde en fait les autres équipes qu'ils ont affrontées en C1, donc c'est donc l'Atalanta, Au Sporting, l'Atalanta, je crois qu'ils ont le joué Shakhtar, ils ont joué le Sporting l'Atalanta, le époque, Shakhtar. époque Ouais, le Sporting, post-Amorim. ouais. Je crois que c'était post-Amorim. Ouais. Donc c'est l'époque où le Oui. Sporting faisait n'importe quoi avec l'intérimaire qui a duré 2 mois. Non, Ouais, c'est ça. Monaco. Gérone. Donc le Dynamo Zagreb et Gérone. Voilà, bon. Voilà. Et après, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué, quoi. Et puis après, en 8e, PSV. Voilà, donc qu'on ils a n'ont vu pas au joué les parc. barrages, évidemment. Voilà. PSV, et puis en quart, ce terrible Real. Voilà. Mais après, il faut gagner les matchs, attention, faut pas prendre de but. Bien évidemment. Ils ont été... non. Voilà, mais ils n'ont pas eu besoin d'être sérieux. Voilà, ils ont été sérieux, ils ont été solides, mais ils n'ont pas été spécialement ébouriffants. Quoi. Voilà. Ouais, ils ont pas été poussés dans leur retranchement, quoi. En gros, ils ont pas retrouvés dans une confrontation face à un adversaire contre lequel il fallait vraiment évoluer à un très haut niveau. Voilà. Oui, Au Mathieu. match aller face à nous, on fait 1 ou 2 poteaux, non? Deux poteaux, ouais. Il y a le poteau de Nuno Mendes. Il crée pas grand-chose aussi, d'ailleurs, mine de rien. C'est-à-dire qu'ils nous contrôlent vraiment défensivement et puis après, ils font le boulot sur coup de pied arrêté. Mais après, ils ont même pas un XG, je crois, sur le match. Ouais, ils font. Le truc, c'est que les coups de pied arrêtés, ça reste un point déterminant. L'an dernier, on n'est pas en finale avec des champions. Évidemment. Ça,
Oui, oui. Ah bah c'est un très gros problème. Après, c'est Il va marrant, falloir les tenir le plus possible éloignés de notre but. je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire avec la demi-finale de l'an passé contre Dortmund, où Ouais, ouais. on les avait joués en début de saison, on les avait dominés. Parce qu'ils étaient pas prêts, parce qu'ils étaient un peu en crise, tout ça. Et puis après, Terzic, malgré tous ses défauts, avait commencé à trouver les bons ajustements. Et ils avaient fait une grosse campagne. Ils avaient fait un excellent mercato hivernal où ils avaient vraiment fait les bons petits ajustements qui vont bien. Madsen, Sancho, tout ça. Et l'équipe tournait vraiment très très bien en fin de saison. Enfin, si vous vous rappelez la finale, pendant une grosse heure de jeu, ils pilonnent littéralement le Real. C'est Courtois qui sauve le Real. Bon, ça, il a l'habitude, mais bon, voilà. Là, Arsenal, la différence, c'est que c'est eux qui ont eu l'avantage sur nous quand on n'était pas prêt en début de saison. Mais le PSG est devenu quand même une toute autre équipe. On va là-bas en début de saison. Fabian Ruiz est remplaçant. Neves joue relayeur gauche, mais il n'y arrive pas vraiment. Vitinha avait encore ses problèmes à la cheville, tout ça. Mendes était pas vraiment le Nuno Mendes qu'on a vu en 2025. Et devant, on joue avec Barcola, Lee, Doué, qui fêtait sa première titularisation à l'époque. Je veux pas être méchant, mais si tu te présentes avec Gvara, Dembélé 2025 et Doué ou Barcola, c'est pas tout à fait la même équipe quand même. Fabian au milieu, pareil, c'est quand même un gros renfort. Alors Arsenal a pris de l'expérience, a récupéré Odegaard qu'on n'avait pas joué lors du match aller. Et comme tu dis, Mathieu, c'est la relation Odegaard-Saka est quand même très importante. Thomas Partey, c'est une absence énorme au match aller, c'est une grosse, surtout en plus le carton. Ah bah oui, vu les conséquences sur Rice, oh oui, là vu la là. nature du carton. Ah, le carton. Rudiger, je déteste, mais merci pour Bravo. les travaux. Merci Oui, parce pour que les moi, pour travaux. le coup, j'étais en train de me dire, bah voilà, ils avaient quoi, 4 ou 5 joueurs sous la menace, Ouais. et le Real, dans sa nullité absolue, n'a même pas été en mesure Ah bah ils étaient nuls. de pousser les joueurs un peu dans leur retranchement et de rendre le match un peu compliqué et de leur faire prendre des cartons. Et Bon, au moins, Rudiger. le fou de Stuttgart. Après, bon, le Real, ils ont un numéro 9 qui décroche à 40 mètres des buts. C'est compliqué ensuite pour vraiment créer du danger, quoi. Que nous sommes taquins. Mais donc, bref, ce que je veux dire, c'est que les courbes en fait des deux équipes, je vais pas dire qu'elles se sont croisées, mais le PSG est quand même sur une courbe très ascendante, alors que l'année dernière c'était pas forcément le cas. Je sais pas, le retour est au parc et j'espère qu'on aura appris quand même de. Je pense que l'année dernière, même si Luis Enrique le dira jamais, on s'est trompé dans l'approche de la demi-finale retour. On a mis trop de temps à emballer le match, on a mis trop de temps à faire monter le public avec nous, tout ça. Et j'espère que cette année, on saura faire un peu. Bon, alors évidemment, si on prend 3-0 à l'aller comme le Real, c'est terminé. Hein. Faut quand même. Ou ça sera très, 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 très compliqué. Voilà. Mais je sais pas, il y a. Alors ça va être dur, je suis d'accord avec Daryl quand tu dis qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, même si la Ligue des Champions a parfois réservé des scénarios, voilà. Mais le PSG qui n'aura plus rien à perdre à domicile comme ça, ça peut être une demi-finale. Allez, peut-être pas légendaire, mais ça peut être un match vraiment, vraiment marquant de l'histoire du club. Et après, la finale, sur une finale, tout est possible. Hein. On l'a déjà vu dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, le retour à la maison, au début, j'étais pas forcément très convaincu, mais comme tu l'as dit, Mathieu, quand je vois à Anfield ou Villa Park, voilà. C'est comment l'ambiance à l'Emirates? Bon, c'est pas une grosse ambiance, l'Emirates, hein, faut le dire. Cathédrale. Hein. C'est Ouais, non, ça, bon, ça allez, s'emballe dans les moments vraiment voilà. très particuliers, quoi. Bah, évidemment, le 3-0 contre le Real, oui, c'est un match pareil, et vu la nature des buts, en plus, le stade va être en feu, mais sinon, c'est pas une ambiance très inquiétante. Hein. On a vécu pire. Là, on est allé à Anfield et à Villa Park, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, non, c'est sûr, voilà. Non, Arsenal, c'est pas vraiment l'ambiance qui fera une différence. Hein. Vraiment, dans un sens ou un autre. C'est pas un critère. Quoi. Autant Anfield a un côté un peu mythique et Villa Park, c'est comme Newcastle, les mecs ils sont possédés parce qu'ils voient pas souvent ça. Autant l'Emirates, c'est pas du tout ça. Quoi. Voilà. Et après Arsenal, on me dit c'est le stade où j'ai eu le plus de touristes. C'est un peu enfin, si je veux caricaturer Arsenal, c'est un peu le club des étrangers de Londres. Alors c'est très très caricatural, mais c'est un peu ça quand même. Quoi.
Donc il y a évidemment des fans historiques d'Arsenal de génération en génération depuis plus d'un siècle, mais c'est vrai que c'est un club qui est très supporté par les Londoniens qui viennent d'arriver ou des mecs qui ont découvert le foot il n'y a pas si longtemps que ça ou ce genre de choses, quoi. Donc ça aide pas non plus pour l'ambiance. Et Highbury n'est pas l'Emirates Stadium. Le stade historique était beaucoup plus dur à jouer que l'Emirates. Mais bon, aller gagner à l'Emirates, c'est quand même pas donné à grand monde non plus. Mais c'est pas une ambiance, voilà. C'est pas la Turquie hein, globalement, quoi. Voilà. Daryl, Blaise, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette demi-finale en général? La semaine prochaine, on va plus faire un focus sur le match aller, parce qu'on sera à la veille du match. Vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon, on a fait le tour sur le podcast du soir, on a fait le pouls du tirage, enfin le pouls de la demi, on est complet. Bon, aucun micro ne souhaitant s'activer, on va dire qu'on a fait le tour. Je voudrais juste remercier 2 derniers subbers. Merci à Shanani78 pour l'abonnement offert et à Voté Anterold, pseudonyme que je ne comprends toujours pas malgré 15 mois d'abonnement consécutif, pour les subs en cours de route. On va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. On se retrouve donc lundi prochain. On aura le débrief de PSG Nice. Bon, je sais pas combien de temps on va faire. Hein. Et surtout, on sera à la veille de Arsenal PSG qui sera à la demi-finale. Et on aura donc beaucoup de choses à dire, à commenter, tout ça. Sur ce, encore merci pour votre fidélité, pour tous vos messages. Un petit mot pour Adrien, qui est la personne notamment qui a aidé à construire l'application avec laquelle vous pouvez voter pour les notes, qui a eu un sale accident de vélo il y a quelques jours. Donc je pense fort à toi, remets-toi bien, et tu reviendras écouter le podcast ou participer, tout ça avec grand plaisir à l'avenir. Voilà, sur ce, bonne nuit à tous. Gros bisous et à très vite. Ciao ciao tout le monde. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Ciao, bonne nuit. Ah, Mathieu, je sais pas s'il a dit au revoir, mais en tout cas, moi je vous dis. Ciao, ciao. Ah, pardon. Bonne nuit, bisous à tous et vive l'open source toujours, bien évidemment.